Salut tout le monde, je sais pas si vous êtes nombreux en direct ou en rediffusion, mais merci d'écouter, merci de partager, mais surtout merci de continuer de vous impliquer. Donc ce soir, je reçois Monsieur Jean-Jacques Nantel pour parler de l'origine du Québec, plusieurs aspects comme aujourd'hui, il va nous dresser un bref historique des vagues d'immigration, l'histoire entre différentes tactiques du Canada anglais versus les stratégies pour éteindre les Canadiens français à petit feu. Il va aussi nous parler de certaines relations entre les Acadiens, les Autochtones et les Canadiens français, comme on le disait. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Et puis, on vous remercie de votre temps et de votre écoute. Et sans plus attendre, pendant que vous vous connectez, je vous présente Monsieur Jean-Jacques Nantel. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Merci de m'avoir invité. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Écoutez, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'immigration au Québec. C'est ça la grande question actuelle. Parce qu'on a tous vu que... J'ai vu un article aux États-Unis qui a été publié hier ou avant-hier. 8 des 10 villes qui ont eu la plus forte croissance au cours des 12 derniers mois. Il y en a 8 qui sont au Canada, puis il y en a 2 qui sont aux États-Unis. Et quelles sont les plus grandes? C'est Toronto, bien sûr, à 125 000 nouveaux Torontois en 2023-2024, et Montréal, 81 000. Puis il y en a 6 autres qui sont au Canada, il y en a seulement 2 aux États-Unis. Alors, c'est pour vous montrer que l'immigration est au maximum en Amérique du Nord, puis c'est le Canada qui est le plus dans le monde entier. C'est des folies, dont on va en parler, là, de Justin Trudeau. C'est un projet qui date de 260 ans, de noyer le Québec sur les immigrants, de l'empêcher de se défendre. Puis on n'est pas censé en parler parce que c'est du racisme. Il faut être humaniste et souhaiter qu'on détruise notre peuple le plus rapidement possible pour être humaniste. C'est des conneries. Personne ne fait ça sur la planète. Personne. Puis quand ils essayent de le faire dans des pays comme l'Europe, ça fait des flambées de violence, puis les gens choquent. Puis bon, ici, tout est calme. Il y a quelque chose de vraiment étonnant ici. Tout est calme. On a 30% de la population qui n'est pas de Québécois de souche. Bon, il y a une force, là. Il y a une force tranquille qui est en dessous, que les Québécois eux-mêmes n'ont pas compris, mais qui existe. Maintenant, j'aimerais parler, moi, j'ai divisé mon espèce de petit laïus là, que je vais vous expliquer en plusieurs parties. Pour commencer, quand les Québécois sont arrivés ici, les Français, il y avait du monde. Il y avait du monde qui étaient les Autochtones. Il est arrivé quelque chose de tout à fait stupéfiant. D'abord, il faut comprendre que l'immigration, c'est le transfert de populations pauvres qui vivent dans un continent surpeuplé vers un continent qui est vide et qui est riche. Alors, c'était le cas quand les Autochtones sont arrivés ici. Les théories disent, les faits disent que c'est au moins 23 000 ans. Il y a 23 000 ans que les premiers Autochtones sont arrivés en Amérique du Nord par le détroit de Bering. 23 000 ans. Il y en a qui vont jusqu'à 100 000. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est eux qui ont raison, parce qu'il suffit qu'il y ait 2-3 couples qui aboutissent par hasard en Amérique du Nord pour qu'ils peuplent le continent en quelques milliers d'années. On sait qu'il y a eu plusieurs vagues de peuplement autochtone en passant, notamment parce que on appelle ça le groupe sanguin majoritaire en Amérique latine, en Amérique du Sud, est complètement majoritaire et complètement différent du groupe sanguin majoritaire en Amérique du Nord. Fait qu'on sait qu'il y a eu plusieurs vagues de peuplement. Il y a probablement eu des Européens aussi qui ont suivi la calotte polaire en bateau, probablement. Ils mangeaient du poisson, puis ils faisaient fondre la neige. Il y a eu des possibilités. En tout cas, il est arrivé des choses complexes, mais il y a eu plusieurs vagues de peuplement autochtone. Et les Autochtones, c'est pas vrai que c'est des écologistes naturels. Là, c'est toute la propagande moderne que les Autochtones, ils faisaient attention. Non. Les Autochtones, ils ont détruit la mégafaune. Il y a une correspondance entre l'arrivée des Autochtones en Amérique du Nord et l'extinction de la mégafaune, de la grosse faune. Là.
les tigres à dents de sable, les mammouths, les mastodontes, en fait, toute une série d'espèces qui ont disparu. Quand les Autochtones sont arrivés, évidemment, ils les ont tués, ils les ont mangés. C'était des gens comme nous, comme en passant tous les animaux supérieurs. On est des opportunistes, on arrive dans quelque part, il y a une source de nourriture, on s'en sert. Les Autochtones, parfois, ils mettaient le feu à la prairie pour faire peur aux bisons, pour qui se précipitent vers des falaises, puis là, ils tombaient dans le trou. Puis là, il y en avait 200-300 qui se tuaient. Les Autochtones allaient chercher les morceaux les plus succulents, les cuisses, les langues, etc. Fait que les Autochtones ont été des demi-dieux qui pensaient à l'environnement. Ils l'ont fait, oui, mais c'est surtout parce qu'il n'y avait pas la puissance de le détruire. D'ailleurs, de nos jours, c'est ce qu'on voit. Moi, j'ai été dans les réserves indiennes, autochtones. C'est des êtres humains comme les autres. Ils laissent traîner des canettes de bière. Chez Sassili, j'ai vu, c'est tout tapissé de canettes de bière. Ils jettent ça à la terre, bon, n'importe quoi. Alors, c'est des êtres humains comme d'autres. Il y a des beautés dans leur culture, comme il y a des laideurs. Puis une des laideurs, c'est que c'est des êtres humains comme les autres. Bon, en tout cas. Tout ça pour dire que ça, c'est l'Amérique avant les Blancs. Il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de massacres. Tomahawk, c'est un mot autochtone. Scalp, c'est un mot autochtone. Ils se battaient beaucoup, ils se massacraient. Par contre, ils adoptaient les vaincus. Il y avait des choses sympathiques, là. Bon. Par contre, attendez, c'est ça. Il faut considérer aussi les trois Amériques après Christophe Colomb et avant Champlain. Parce que Christophe Colomb est arrivé en 1492, et Champlain en 1608. On peut dire 1607 pour la Virginie. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que les Européens qui sont arrivés en 1492, ils venaient d'un super continent qu'on appelle l'île mondiale, qui est composé de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. C'est un immense continent qui produisait énormément de maladies. Et ces maladies-là affectaient la population. Et ce qui se passait, c'est que vous aviez, par exemple, une maladie qui venait de Chine ou d'Afrique noire ou d'Europe, n'importe où. Et à chaque maladie, il y avait un effondrement de la population. Parce que le principal facteur de l'histoire humaine, contrairement à ce que les gens pensent, ce sont les épidémies. Les épidémies rentraient en Europe. Par exemple, la peste noire a tué entre 30 et 40%, certains disent 50% de la population d'Europe quand elle est arrivée en 1348, 1347, 1348, 1349. Et ça a tué 30% au moins de la population européenne. Alors, ce qui arrivait quand vous aviez une épidémie qui rentrait, comme c'est un immense continent, il y en avait beaucoup d'épidémies qui étaient générées par toutes sortes d'environnements complètement distincts. Et il y avait une autre chose importante, c'est que les Européens vivaient avec beaucoup d'animaux, les Européens, les Asiatiques, vivaient avec beaucoup d'animaux domestiques. Alors, beaucoup de ces maladies-là venaient des animaux domestiques qui nous transmettaient les maladies. Alors, qu'est-ce qui arrivait? C'est quand vous aviez une maladie comme la peste noire qui arrivait, la population s'effondrait. Au début, ça commençait 1, après c'était 10, 100, 1000, 10 000, les gens disaient, on va tous mourir. Puis là, on attrapait un plateau, puis après, la maladie disparaissait. Ce qui arrivait, ça avait l'air magique parce qu'il y avait prié dans les églises, absolument pas. Ce qui arrivait, c'est que ceux qui devaient mourir de la maladie en question, parce qu'il y avait une faiblesse immunitaire, ils crevaient. Puis c'est la théorie de la sélection naturelle de Charles Darwin, qui est un fait biologique. Alors, les gens qui avaient à mourir mouraient, c'est pour ça que ça montait. 1, 10, 100, 1000, 10 000, puis après, ça prenait un plateau. Ceux qui avaient à mourir étaient morts, puis après, ça disparaissait parce que tous ceux qui avaient survécu avaient une immunité naturelle. Et là, ceux qui avaient survécu avaient l'immunité, puis là, ils faisaient des bébés, ils remplissaient le continent, puis ensuite arrivait la fièvre jaune. Le même phénomène se produisait. Et les Européens, comme ça, ont vécu peut-être 15, 20, 30 maladies différentes, puis ils ont développé des immunités pour toutes ces maladies-là. Alors que les Autochtones d'Amérique, ça faisait 23 000 ans au moins, qui étaient complètement isolés de ce qu'on appelle l'île mondiale, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, et donc qui n'avaient pas les immunités. Alors, quand Christophe Colomb est arrivé en 1492, les Européens ignoraient complètement, ils ne savaient pas c'était quoi des bactéries, des virus. Ils ne savaient pas qu'il y avait des immunités. Ça n'avait pas été écrit dans l'histoire qu'il avait ramassé toutes les immunités dont je parle. Or, d'un seul coup, en arrivant Christophe Colomb,
il a lâché des maladies, toutes ces maladies-là, dans les Amériques. Puis là, ça a suivi les réseaux commerciaux indiens, parce que les Indiens s'échangeaient des choses. Hein. Il y avait un qui fabriquait des beaux tomahawks, l'autre qui fabriquait des belles vestes, l'autre qui faisait du maïs. Alors les gens s'échangeaient, ils bougeaient, ils s'échangeaient des choses. Puis à travers tous les le continent, les trois Amériques. Alors les maladies ont suivi les réseaux commerciaux indiens, et là c'est 10-15 maladies d'un coup. Alors ceux qui mouraient de la fièvre jaune, après, ben, ceux qui avaient survécu à la fièvre jaune parce qu'ils étaient immunisés, ben, ils attrapaient une méningite, après ils attrapaient le rhume, qui était une maladie mortelle, la grippe. Allez-y. Mais là, de ce que j'écoute, de ce que tu dis, dans le fond, c'est que la nature elle-même favorisait l'apparition d'Européens, parce qu'à mesure qu'on arrivait puis qu'on entrait en contact avec les populations endémiques ici, ben on n'avait même pas à les combattre, dans le sens qu'ils tombaient malades et qu'ils mouraient littéralement là. Donc j'imagine on disait qu'il y avait peut-être, je sais pas, environ 100 millions d'Amérindiens là, toutes nations confondues. Je sais pas si ce chiffre-là vous semble réaliste, mais là c'est des évaluations. Ouais, cette évaluation-là, on comprend qu'il y en a, je sais pas dans quel pourcentage, la grande majorité n'a pas eu à se battre ou à être assimilée, elle est juste morte de maladie massivement. C'est ça, et c'est de l'ordre de 99%, là. Ça a été gigantesque, les effondrements, à cause que c'était 15 maladies. C'est qu'il n'y avait pas le temps de récupérer. Nous, on avait récupéré après la peste noire, peut-être pendant 100 ans. Puis après, c'était la fièvre jaune, on a récupéré. Eux, ils sont arrivés 15 maladies d'un coup. Alors, celui qui ne mourrait pas de la peste noire mourrait de la méningite ou du choléra ou de la rubéole ou de ces... Bon. Alors, ça a fait effondrer. Vous savez que quand Cortés a conquis le Mexique, il a assiégé Mexico en passant Cortés, il était avec quelques centaines d'hommes, je pense que c'est 300-400 hommes. Bon, il y avait des armes, tout ça, mais c'est des fusils à un coup, là. On sait ce que c'est, des fusils à un coup. On ne conquérait pas un continent avec ça. Ce qui est arrivé, c'est que Cortés s'est fait ami avec les ennemis des Aztèques, qui étaient des assassins. C'est terrible ce qu'ils faisaient, les Aztèques. Ils arrachaient le cœur de la personne vivante. En fait, c'était leur religion, tout ça, moi, c'était affreux. Très belle civilisation sur certains aspects, puis très, très laide, répugnante sur d'autres. L'affaire d'arracher le cœur d'un homme vivant. Vous voyez ça dans le film Apocalypto. Ouais, de Mel Gibson. Bon. Alors, quand il s'est fait ami avec les ennemis Cortés s'est fait ami avec les ennemis des Aztèques, ils ont assiégé Mexico, puis à Mexico même, les gars mouraient. La population aztèque mourait, c'était des épidémies. La variole était extrêmement destructrice pour les Autochtones. Et eux, ils en avaient conscience. Les Espagnols ont tout bien utilisé ça comme stratégie militaire. Ce que les Espagnols croyaient, comme ici au Québec, il n'y a jamais eu de génocide au Québec. Si les gens me disent qu'il y a eu des génocides au Québec, qu'ils me disent sont où les empilements d'os, les empilements des cadavres, tout ça, ça se trouverait. Hein, on peut le trouver. C'était petit, la Nouvelle-France, c'était entre Tadoussac et Montréal. Bon. Non, ce qui arrivait, c'est que ce que les Blancs disaient aux Amérindiens, c'est parce que vous arrachez le cœur, vous avez des idoles, vous n'êtes pas catholique. C'est pour ça que Dieu vous punit. Puis nous, regardez, on n'a rien. On ne meurt pas, nous. Ouais, ils ne meurent pas, c'est parce qu'il y avait toutes les immunités qu'ils avaient ramassées pendant des millénaires. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les populations dans les trois Amériques ont été balayées des siècles, parfois des siècles, avant que le premier blanc se présente en Alaska ou dans le milieu de l'Amazonie. Et dans le milieu de l'Amazonie, aujourd'hui, on a tout le temps pensé que c'était une forêt vierge. Non, il y avait des villes circulaires avec des autoroutes. On découvre ça aujourd'hui. Les Mayas avaient une grande civilisation, des millions de gens. Puis le Yucatan était il avait tout enlevé les forêts, il plantait du maïs, puis il vivait là. Les Aztèques étaient une grande civilisation, les Incas. Et ce qui est arrivé, c'est que les maladies ont fait un ménage horrible en massacrant tout le monde. Et quand les Blancs arrivaient, là, il s'est passé quelque chose d'important. C'est ça que je parle d'immigration. L'immigration autochtone, quand ils ont rempli le continent, ils se sont mis à mourir. Puis les Européens, eux autres, en débarquant, ben, ils ont simplement occupé, d'abord, ça a été en 1492, l'Amérique centrale, parce que les Européens venaient parce que l'économie était complémentaire. Ce que fabriquaient
l'Amérique centrale pouvait être acheté avec ce que fabriquait l'Europe. Alors, on vendait beaucoup aux Autochtones. Alors, ce qui est arrivé, notamment en Amérique du Nord, parce que c'est l'Amérique du Nord qui nous intéresse dans notre cas, et c'est arrivé également en Amazonie, c'est que comme les populations humaines se sont effondrées et que les populations humaines, les Autochtones, détruisaient l'environnement comme font tous les animaux dominants dans tous les écosystèmes, un animal dominant. Les éléphants détruisent en Afrique australe, détruisent les forêts, ils cassent l'arbre pour aller manger 3-4 feuilles. Bon, alors c'est très mauvais quand ils sont trop nombreux. Pourtant, on aime bien les éléphants, mais c'est comme ça. Alors, ce qui est arrivé, notamment en Amérique du Nord, les populations amérindiennes ont disparu, presque disparu, elles restaient. Et en passant, ceux qui ont le mieux survécu de nos jours, ceux qui survivent parmi les Autochtones, c'est ceux qui se sont mariés avec des Blancs. 60% de la population de Mexico, c'est des Métis. C'est pas parce que les Européens ont violé les femmes, c'est parce que les femmes se mariaient parfois avec des Européens, puis ils acquéraient les immunités de l'Europe, puis là, ils faisaient des bébés, remplissaient le pays. Alors, aujourd'hui encore, les Esquimaux puis les gens qui habitent en Amazonie sont très susceptibles de mourir des maladies. Plus quand c'est la grippe, etc. Allez-y. Moi, ça me mène à une question, parce que là, dans le fond, de la manière que tu parles, là, les Européens, les conquistadors, pis tout ça, sont arrivés ici, puis ils ont carrément mis main basse sur toutes les constructions, les cités, les grandes villes, puis ils ont fait ça sans effort, là. Mais là, ben dans le sens que la majorité de la population en place est morte de manière de maladie. Donc, normalement, là, quand t'arrives à quelque part, tu veux mettre ton système colonial en place, tu dois affronter tout le monde. Mais là, eux, ils ont commis le favoritisme naturel. Ils sont arrivés là, puis ils ont pu juste tout rafler sur une période de temps. Puis en même temps, toutes les gens de cette culture-là, en grande majorité, en étant éliminés d'un coup, faisant en sorte que toute leur richesse puis leur culture pouvait facilement être mis ailleurs ou détourné pour des intérêts de quelqu'un d'autre en Europe, là. Puis là, moi, il y a eu très peu d'immigrants, notamment espagnols, je pense que c'est 500 000 sur 3-4 siècles. 500 000 immigrants. Aujourd'hui, sont des centaines de millions. Il y a juste le Brésil est rendu à 220 millions. Mais ils ont fait quoi de toutes ces grandes villes aztèques-là, Maya-là? Puis j'imagine que les routes commerciales des Aztèques, de l'Amérique centrale aller jusqu'à l'Amérique du Nord avec les Iroquois et tout ça, ils devaient se parler, ils devaient avoir des échanges commerciaux, peut-être pas régulièrement, mais ils devaient en avoir, là, parce qu'on les voit, ils ont construit tout le long de l'épine dorsale de l'Amérique, eux autres, là, du haut en bas. Écoutez, c'est ça que j'expliquais, c'est que les réseaux commerciaux autochtones existaient. Ça, c'est de l'économie capitaliste de base. La maladie a pu se propager bien avant l'arrivée. Ça s'est propagé, et les maladies, vous savez que quand un gars comme Marco Polo, c'était très rare Marco Polo, qui partait d'Europe, qui se rendait jusqu'en Chine, qui revenait. D'habitude, ce qui arrive, c'est que les marchands italiens, ils se rendaient à Constantinople, ou ils se rendaient en Syrie, ils échangeaient ça, un bien contre un autre, ils ramenaient ça chez eux, puis le marchand qui avait acheté le bien européen faisait une partie du chemin jusqu'en Chine, il revenait chez lui, fait que c'est des boucles qui se poursuivent à travers un continent par des gens qui connaissent parfaitement la route. Ils font 150 km, qui connaissent très bien 150 km. Et moi, je l'ai vu en Afrique dans les années 80, je me suis promené. On passait avec des camions. Puis à un moment donné, le camionneur passait à travers le territoire d'une tribu. Puis là, il arrêtait. Là, les gens de la tribu arrêtaient le camion. Le gars descendait du camion. Il donnait ses clés au chef qui était assis sur une espèce de trône. Puis là, le chef, il jouait avec les clés comme ça. Puis il parlait. Puis j'ai dit aux gens, qu'est-ce qu'ils font? Il dit, il négocie le droit de passage. Là, le gars, il a les clés du camion dans les mains. Fait que là, c'est l'échange qui se faisait, c'était que le gars, le camionneur, lui, il amenait ses sacs de café pour le marché. Puis il disait au gars, ben écoute, si tu m'enlèves trop d'argent, je reviendrai plus. Fait que je vais te donner 200 pièces pour passer à travers ton territoire, mais si tu m'en demandes 2000, je reviendrai jamais. Fait que tu vas perdre. Vous voyez le jeu qui se passe? Ah, tu vas me donner 225 $ cette fois-ci parce que j'ai vu que tu avais du bon blé puis du
du bon café dans ton camion, puis le gars payait le 250$, puis il traversait, puis il allait plus loin. Puis les gars, ça enrichit tous les gens qui sont dans la boucle, dans le réseau commercial. Bon, moi, je l'ai vu personnellement, c'était très intéressant de voir ça. Ouais, mais moi, ça me fait penser... Ça me fait penser à une question, parce que eux, là, les gens en haut, là, c'est des élites stratégiques masterpiece, là, tu comprends, je veux dire, puis là, eux, en sachant qu'est-ce que tu dis là, j'envoie quelqu'un de contaminé commercer là-bas, j'envoie des marchandises contaminées transiger par là, puis là, ben, qu'est-ce qui arrive quand ils ont débarqué 100, 200, 300 ans plus tard en Amérique? Ils savaient très bien que la majorité de la population était morte. Fait qu'ils ont juste fait des échanges graduels, ça c'est mon opinion, hein. Mais de ce que j'en comprends, c'est que les Européens, c'est pas des fous. Ils ont fait des échanges graduels, ils sont aperçus que partout où il y allait, le monde mourait, puis après ça, il y avait juste à collecter l'Empire qui était laissé à l'abandon. C'est littéralement ça qu'ils ont fait. Si la population meurt dans une population, ben, vous avez plus de richesse de créer. Non, mais ils ont encore tous les artefacts, les villes, les infrastructures, les aqueducs, les puits. Ils ont tout ça, les routes, le pavé, ils ont tout ça. On a découvert au 20e siècle, puis on en découvre encore un peu partout. Ça, je disais, là, ils ont découvert qu'en Amazonie, il y avait des espèces de trucs circulaires, c'est des espèces de villages circulaires, puis qui étaient reliés par une espèce de réseau de routes. Et la forêt a repris le dessus, parce que la population a disparu. On a découvert la civilisation Maya, pas en l'envahissant, parce qu'on a découvert qu'il y avait des buildings. Finalement, on a vu qu'il y avait Tikal, comment ça s'appelait entre les autres villes, là, qui étaient très, très célèbres, Campeche, entre ces choses-là. En tout cas, c'est pas grave. Fait que, on a découvert qu'il y avait eu une civilisation Maya. Mais les gens étaient morts. Parce que, ben, les Mayas, il y avait eu des épidémies, mais il avait disparu avant. C'est un problème d'eau, là. En tout cas, c'est qu'il faut comprendre comment fonctionne le Yucatan, là, avec les cénotés. Ils ont manqué d'eau fraîche pour alimenter leur culture. Mais le point, c'est que si vous détruisez la population volontairement, ben, vous perdez toute la richesse. On a retrouvé les routes des Mayas, pas des Mayas, des Incas. Les Incas avaient une route qui passait près de la cime des montagnes, puis il y avait une route qui longeait la côte. Puis il y avait des chemins perpendiculaires pour relier les deux routes. On a découvert ça dans le monde moderne, parce que les Autochtones se sont effondrés. Quand une civilisation s'effondre, si vous perdez vos élites, c'est arrivé au Québec, en 1760, ils ont mis toutes nos élites dehors. Ben, la population s'effondre, elle ne sait plus quoi faire. Bon. Alors, le point ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, c'est ça que je viens d'expliquer. C'est très rare qu'un gars comme Marco Polo parte d'Italie, se rende en Chine, puis revienne. Son père l'a fait 2 fois. C'est très rare. D'ordinaire, c'est une chaîne d'échange. C'est ça que j'expliquais. Le gars fait 150 km, puis lui, il sait qu'au bout, son acheteur est là. Et les maladies se sont propagées comme ça. Puis comme je te dis, il n'y avait pas les immunités. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les populations mouraient. Puis ça, en Amérique du Nord, c'est ça mon point, c'est que comme les populations avaient disparu de 1492 jusqu'à 1608, ils ont disparu depuis très longtemps, ça fait 120 ans qu'ils ont pour mourir. Il y a très peu de gens qui planifiaient de tuer les Autochtones en Alaska. Personne ne s'occupait de ça, ils ne savaient même pas que l'Alaska existait, ça n'avait pas été cartographié. Ce qui arrive, c'est que en Amérique du Nord, notamment, et en Amazonie, vous étiez en récupération écologique extrêmement rapide. Parce que les espèces animales, les espèces végétales, ils se multiplient quand il n'y a plus d'êtres humains. Alors, en Amérique du Nord, quand les premiers Blancs sont installés, c'est-à-dire de façon permanente, parce qu'ils sont venus pendant des siècles chercher notamment la morue de Terre-Neuve, mais ils ne s'installaient pas. Le continent était en régénérescence environnementale. Il y avait un Suédois qui était venu aux États-Unis, il dit c'est incroyable, il dit les Américains, il y a 5-6 pièces dans la maison l'hiver, puis tous les foyers sont allumés, tellement qu'il y a d'arbres. Coupe des arbres, puis il brûle ça, puis la maison il fait chaud, etc. Il disait, il est possible qu'un écureuil, ça se fera pas, mais en tout cas, il serait possible qu'un écureuil monte dans un arbre sur le bord de l'Atlantique et se rende jusqu'au Mississippi sans toucher le sol, tellement qu'il y a d'arbres. Il y avait des millions, peut-être 50, 60, 100 millions, je ne sais pas, des dizaines de millions de bisons
qui se promenaient dans les prairies nord-américaines, ben c'est parce qu'il n'y avait plus personne pour les tuer. Bon. Alors, le point, c'est que l'Amérique du Nord, notamment l'Amérique du Nord, qui est le point qui nous concerne, était un continent en plein rajeunissement environnemental. Il y avait tellement de tourtes, les tourtes avec lesquelles on fait des tourtières, que ça passait pendant 2 semaines au-dessus des habitants au Québec et en Nouvelle-Angleterre. C'est probablement l'oiseau qui a été le plus nombreux dans l'histoire connue. Bon, aujourd'hui, il n'en reste plus, parce que c'était facile à tuer. Alors, ils ont fait des tourtières avec ça, puis les tourtières, aujourd'hui, on fait ça avec du cochon. Mais, bon, tout ça pour dire que quand les Européens sont arrivés en Amérique du Nord, il y a eu ça s'est fait en même temps. Les Espagnols, les Portugais pensaient avoir tout conquis, parce qu'il y avait une entente avec le pape. François Ier, il disait, j'aimerais bien qu'on me montre la clause du testament d'Adam qui me déshérite du testament d'Adam. Il dit, j'ai le droit d'y aller, ils ont été, j'y vais. Fait que là, ça s'est fait en même temps, parce que l'Angleterre et la France étaient tous les deux intéressés. L'Espagne était devenue hyper riche en volant tout le monde en Amérique centrale. Alors, ça s'est fait en 1607. C'était en Virginie, Jamestown, première ville anglaise. Ça, c'était une colonisation de peuplement. Alors, les Anglais se débarrassaient de toute leur minorité qui allait s'installer en Amérique. C'est pour ça qu'il y a eu 13 colonies différentes. Maryland, c'était des catholiques, etc. Il y avait différents. La Pennsylvanie, c'est la forêt de Penn. Un autre qui voulait faire quelque chose de spécial. Alors que Québec, qui a été fondé en 1608, c'était pas... Les États-Unis, c'est un climat assez semblable à celui de l'Angleterre. Vous avez les technologies de l'Angleterre, vous allez vivre en Virginie, en Pennsylvanie, etc. Vous n'avez pas besoin de rien inventer. Vous utilisez vos technologies, puis vous y allez à la course vers l'ouest. Tant qu'il y a des territoires, vous faites des bébés, ça peuple le pays. C'est ça qu'ont fait les Américains. Alors que c'est pas ça qu'a fait le Québec. Le Québec, la France, c'était une colonie commerciale. Alors, ils ont été d'abord à Tadoussac, à l'île de Sable, ensuite à Tadoussac, l'Acadie. Puis ensuite, ils ont été à Québec, puis ils ont progressé tranquillement, Trois-Rivières, Montréal. Et la France était une colonie commerciale. C'est pour ça qu'ils ont pris le contrôle dans un pays très froid, très désagréable pour des Français, qui n'avaient pas les technologies. Il a fallu qu'on développe tout ça en 1 ou 2 générations. Les maisons, il a fallu faire des petits trapus, adapter les chevaux, adapter les cochons. Ça a été un gros travail qui a été fait. Les gens ne savent pas que ça a été fait, mais ça a été fait, et ça a été fait par nos ancêtres, par une poignée de gens. 2-3 000 personnes. Puis quand tout ça a été développé, ben les Québécois ont commencé à se... Mais il n'y a pas eu beaucoup d'immigration au Québec. Le plus que j'ai vu, moi, dans les évaluations, c'est maximum de 30 000 Français qui sont venus ici. C'était pas d'immigration, ça. C'était des gens qui venaient faire du commerce. Parce que ce qui se passait, c'est, j'en parlais tantôt des réseaux commerciaux, quand les Français se sont installés à Tadoussac, à Tadoussac, c'est à côté du Saguenay, il y a tout le Saguenay, puis tout un pays immense du lac Saint-Jean, qui faisait venir les fourrures. Puis les Indiens, tu sais, les gens ils disent, oh oui, mais ils vendaient des fusils de 6 pieds de haut, puis il fallait mettre autant de fourrure que ça pour avoir le fusil. C'était du vol. Non, c'était pas du vol. Les Autochtones étaient de très bons commerçants. C'est que ce que les Français amenaient, puis les Anglais, puis tout le monde en Amérique du Nord, en Amérique centrale, ils amenaient des choses qui valaient des fortunes pour des civilisations plus primitives, plus, comment est-ce qu'on dit ça, là, des mots polis, là. Pensez à une marmite. Les marmites de fonte que les Français vendaient aux Autochtones, ou les couteaux en métal. Quand le couteau en métal, vous le cassez, ben vous le refondez, ça fait encore un couteau. Quand vous cassez votre couteau en pierre, en silex, qui vient de 2000 km plus loin, ben là, vous venez de casser, vous êtes obligé de payer un silex qui vient de 2000 km de loin. Là, fait que c'était des choses qui avaient une valeur fantastique pour les Autochtones. Puis les Autochtones, ils utilisaient, ils achetaient par exemple une marmite pour 10 fourrures, qu'on revendait en Europe pour 1000 $. Puis ici, c'était une évaluation, c'est pas vrai, là. Mais 1000 francs, si vous voulez, comment c'était pas des... En tout cas, c'est pas important. Alors, les Autochtones disaient 10 fourrures contre une marmite, puis ils prenaient la marmite, puis ils allaient l'échanger contre 20 fourrures un peu plus loin. Celui qui venait d'avoir la marmite, il allait la revendre encore plus loin pour 30 fourrures.
Puis il y avait tout un réseau commercial qui faisait que les armes de métal, les petites pierres c'est des pierres de faire des beaux tissages. Les femmes aimaient ça, puis ils font encore aujourd'hui, ils en vendent, c'est superbe. Pierre-Éliott Trudeau s'en était fait offrir un. Il prenait de la poudre d'ain, il peignait, c'est tout multicolore, c'est très beau. Alors les femmes voulaient de ça à tout prix. Ça valait rien. Ça valait un cent, la perle. Alors ils en vendaient un plein sac pour 10 fourrures. Alors les femmes étaient contentes d'avoir ça. Puis les femmes, ils allaient vendre plus loin. C'est des réseaux commerciaux, c'est du capitalisme et l'état pur. Alors ce qui arrivait, c'était des marchands autochtones qui faisaient beaucoup d'argent en étant... Et la France s'est installée dans la principale voie de pénétration du continent nord-américain. Ça se voit depuis la Lune. Vous avez la vallée du Saint-Laurent, puis vous voyez très bien que ça se resserre. À un moment donné, il y a les Grands Lacs, qui est la plus grande mer intérieure d'eau douce au monde. 22% de l'eau douce du monde est dans les Grands Lacs. Il y a un autre, très intéressant. Il y a un lac en Russie, le lac Baïkal, qui contient 25% de l'eau douce du monde. Alors, les Grands Lacs, puis le lac Baïkal, ça fait la moitié de l'eau douce du monde dans 2 lacs. 6 lacs, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les Français avançaient vers l'intérieur du continent, vendaient des fourrures, vendaient les produits qui venaient d'Europe, des armes à feu. Une arme à feu, ça tirait de loin, puis tu sais, un daim facilement, puis ils échangeaient des fourrures, là, tout le monde faisait de l'argent. Tout le monde faisait de l'argent. Ils n'allaient pas violer les femmes, non. Les Français, comme c'était une colonie commerciale, ils allaient dans la région des Grands Lacs où étaient les Hurons. Le lac Huron est en Ontario. Les Hurons qui ont survécu là, sont au Québec parce qu'ils ont été massacrés puis on leur a sauvé la vie. Dans toute l'histoire, là, qu'on a fait la même chose pour les Abénakis. On leur a sauvé la vie. Ils sont venus vivre ici, ils sont encore là. On leur a sauvé la vie. Alors, c'était nos alliés. Alors, on avait des alliés commerciaux et tout le système commercial d'Amérique du Nord était drainé vers la vallée du Saint-Laurent, ou d'abord les Grands Lacs et la vallée du Saint-Laurent, et ensuite par le Mississippi. C'est pour ça qu'on a construit une ville d'embouchure au Mississippi, la Nouvelle-Orléans, et Québec, Montréal, Trois-Rivières, et on drainait toute l'économie amérindienne, parce qu'ils voulaient les profits, les Autochtones, et c'est ça, puis là, il y avait un problème. C'est que c'était nos alliés, nos amis. La meilleure preuve que c'était nos alliés, nos amis, qu'on ne tirait pas de... On avait des fusils à un coup, qu'on ne conquérait pas un continent boisé comme l'Amérique du Nord, qui est plein de guérilleros, avec des fusils à un coup. Alors, vous faites des amis partout, puis vous payez les droits de passage, comme ici, c'est comme ça que ça se fait, là. Vous les traversez, vous donnez. Puis le gars, il veut que vous reveniez, fait qu'il ne met pas trop des droits de passage élevés, c'est ce que j'expliquais. Parce que lui aussi, ça a l'avantage, ça lui donne accès à des marchandises, puis des choses inédites, des outils, ça facilite son confort. Mais là, avec qu'est-ce que tu me racontes depuis tantôt, je suis obligé de remettre en question les histoires des filles du roi, là, parce que clairement, ce qui a amené les gens ici, c'est pas des prostituées puis des bandits qu'on a débarqués. Non. C'est un commerce fructifiant avec des partenaires commerciaux fiables, des produits de qualité où tout le monde y trouvait son prix finalement. C'est ça, là, dans un partenariat économique où que, comme tu l'as dit, on a même réussi à sauver des peuples pour garder puis maintenir nos partenaires commerciaux. Fait que c'est assez incroyable qu'à l'école, on nous fasse croire que on vienne de prostituées puis de brigands, là. Bon, l'affaire des prostituées, bon, ok, on va dire une chose, là. La population, ça j'ai dit, il n'y a pas eu beaucoup d'immigration française. Le plus que j'ai vu, c'est 30 000 qui sont venus. Ceux qui ont pris souche, c'est 10 000 maximum. Puis ceux qui ont encore des descendants aujourd'hui seraient entre à peu près 2600. 2600 Français qui sont installés dans un pays neuf, qui est en régénération, puis avec une économie florissante, parce que le commerce des fourrures, c'était très payant. Il y avait aussi le commerce de l'huile de marsouin, puis de la morue. Il y avait plusieurs choses qu'on exploitait. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les gens se sont installés, et quand Jean Talon est arrivé, 50 ans après la fondation de Québec, il y avait 3600 habitants, et il y avait, dans le lot, là, il y avait une femme qui pouvait avoir des enfants qui étaient disponibles. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit au roi de France, envoyez-nous des soldats pour nous défendre, envoyez-nous des femmes pour peupler. Puis là, je pense que c'est Colbert qui avait répondu,
Sa Majesté ne veut pas dépeupler la France pour peupler un continent qu'on n'arrivera jamais à peupler. Fait qu'on ne le ferait pas. On a besoin de nos soldats pour protéger la France. Mais là, le roi, il s'est dit, oui, mais il y a des filles du roi, c'est des orphelines que le roi faisait vivre, puis il leur enseignait le catholicisme, tout ça. Puis il a dit, ben, envoyez-leur, c'est pas des soldats, ça. Envoyez-leur au Canada. Puis là, ben, ils s'entendaient, la femme qui était dirigée par des religieuses, ils s'entendaient avec le colon qui avait besoin de femmes, mais il n'y avait pas de femmes. Il y avait plein d'hommes, c'est les hommes qui allaient faire le commerce de fourrure, puis ils se perdaient dans les forêts. Il allait marier des autochtones, d'où le fait que tous les peuples métis qu'il y a dans l'Ouest, si on avait été en guerre contre tous les autochtones, il n'y a pas un gars avec son fusil à un coup qui aurait réussi à se rendre dans l'Alberta. Bon, c'était nos amis, tout ça, puis en progressant vers l'Ouest, ben, on était tout le temps. Fait que les gars, ils ont dit, on veut des femmes, fait que les femmes sont inutiles en France, c'est pas des soldats, envoyez-les. Fait qu'il en a envoyé 800, puis là, évidemment, il paraît qu'ils débarquaient sur le quai, puis ils prenaient des tuyaux, puis ils coupaient les bagues, parce que c'était des pauvres, hein, qui arrivaient, il y avait une petite pension du roi pour s'installer, puis les gars, ben, ils étaient contents de voir les femmes arriver, il y avait un grand terrain, là, il faut faire des enfants. Puis c'est les 800 filles à marier qui sont nos ancêtres. Il y a eu d'autres femmes qui sont arrivées, là, comme la femme de Louis Hébert, etc., qui est mon ancêtre de deux côtés. Mais tout ça pour dire que les 800 filles à marier s'en sont débarrassées parce que ça coûtait cher au roi. C'était pas des putains. Parce qu'on fait pas des mères de 14 enfants avec des putains. Ça s'est jamais fait nulle part dans le monde. Bon. C'était des filles pauvres et de bonne qualité. C'était des femmes en santé, etc. 14 enfants, ça a duré pendant des siècles. Alors, mais le point, c'est que au Québec même, c'est-à-dire le Québec, c'est toute la vallée du Saint-Laurent. Le Québec, c'est un pays de passage pour se rendre au Grand Lac qui donne accès au centre du continent le plus riche du monde, qui était vide. Alors, le Québec, ça a été créé de Tadoussac jusqu'à Montréal, où il y avait les rapides de la Chine. Dans ce secteur-là, il y a eu Tecatouita, etc. Il y a eu des Autochtones qui étaient en contact avec nous, on se mariait, j'ai des ancêtres autochtones, vous aussi tout le monde, tous les Québécois, surtout les Québécois de souche. Mais au Québec même, jusqu'au rapide de la Chine, c'était une population française, un vrai peuple, avec des gènes distincts, une culture distincte, une langue distincte, un gouvernement distinct. Puis on s'était tout adapté au continent. Jean Talon, 50 ans après la création de Québec, il parlait des Canadiens. Il parlait pas des habitants du Canada, il parlait des Canadiens. Il y avait un peuple, là, ça se voyait. C'était un autre peuple. On a été les premiers à parler français. En France, c'était un paquet de langues mêlées. Nous, c'était le français, etc. Et il y avait tout un réseau commercial avec des diplomates, des gens qui allaient se perdre dans la nature. Alors, à l'ouest de l'Outaouais, c'est un métissage généralisé. À l'intérieur du Québec, c'était beaucoup moins. C'était des Québécois qui se mariaient avec les 800 filles à marier. Ça a juste fait des bébés, puis il y avait tout le temps des terres, puis ils pouvaient y aller. Fait que ça a commencé à peupler très rapidement. Il y a une chose importante ici. Nous, on faisait face, au début, c'était pas un problème, parce que on était au Québec, la vallée du Saint-Laurent, puis les Grands Lacs. Par contre, il y avait des Américains qui s'étaient installés aux États-Unis, qui étaient une colonie de peuplement, non pas une colonie commerciale, et ils passaient par Albany et la vallée de la Mohawk, c'est des Iroquois, pour se rendre directement au lac Erie, où est Buffalo aujourd'hui. Et ils voulaient, les deux groupes travaillaient à drainer les fourrures vers Québec, dans le cas du Québec, et vers Albany et New York, dans le cas des Anglais. Il a été calculé que le coût de production des fourrures était 30% inférieur pour les Anglais. Parce que Québec, ça fermait à cause de la glace, Saint-Laurent était fermé, etc. Fait que le résultat, c'est que la coalition qui s'est formée à partir de la vallée du Saint-Laurent, les Grands Lacs et le Mississippi, c'était une coalition des Autochtones avec le petit nombre de Français qu'il y avait. 3600 dans le temps de Jean Talon, après 50 ans. C'est pas de l'immigration, là, ça. Là. C'est rien. C'est presque 50 ans, c'est presque rien. Ça a été une multiplication locale de la population québécoise qui a fait beaucoup d'enfants, puis ça a duré pendant 3 siècles et demi. Bon. C'était nous et les Autochtones
contre la masse anglaise qui augmentait dans 13 colonies parce que les Anglais, ils se battaient sur les mers. Il y a peu de pertes. Puis ils envoyaient beaucoup de dissidents en Amérique du Nord. Ce qui fait que la population anglaise a cru très rapidement, parce que les autres aussi faisaient beaucoup d'enfants, pas autant que les Québécois, mais ils en faisaient beaucoup. Alors, quand nous, on utilisait les voies de communication Saint-Laurent, Grand Lac, Mississippi pour pénétrer dans le continent pour aller chercher les fourrures, puis ce qu'on peut tout, on a cherché de l'or, on n'a jamais trouvé. Alors, ce qui arrivait, c'est que c'est nous qui avons tué le reste des Autochtones qui étaient dans le reste d'Amérique. Parce que c'est nous qui étions en contact avec eux. Alors que les Américains, eux, étaient sur le bord de l'océan, puis il y avait des contacts, bien sûr, il y était des centaines de milliers. Mais c'est nous qui avons amené les maladies, sans le savoir. C'était pas... Ça revient un peu à ce que je disais tantôt, ça a fini par être une espèce de stratégie quand même, du point de vue que les Anglais, eux, ils nous ont laissé aller, puis à un moment donné, ils se sont dit, bon, là, il n'y a plus assez de monde, on rentre. Ouais, la seule chose, c'est qu'ils comprenaient pas. Ça date du 19e siècle. Ben, on pense qu'ils comprenaient pas, mais il y a beaucoup de savoir gnostique caché, qu'il y a des gens en haut qui savaient des choses depuis fort longtemps que nous, on vient de découvrir, tu sais. Faut pas présumer de ce dont les élites de cette époque savaient par rapport encore aujourd'hui, parce que la majorité de nos sciences d'aujourd'hui corrèlent avec des écrits de très loin dans le passé, puis on peut voir là, géométriquement puis tout ça, mathématiquement, il y avait d'énormes connaissances là. Les Blancs savaient que les Autochtones disparaissaient, c'était une évidence. Et voilà, les Blancs étant l'Église chrétienne anglicane et tout ça. C'est ça. Et voilà. Mais ils connaissaient pas les mécanismes de propagation des épidémies. Ils comprenaient pas là, ce qu'on sait aujourd'hui là que c'est une lente accumulation d'immunité qu'on a faite en Europe, qu'on a lâché sur le continent. Ils voyaient peut-être ça. Ils voyaient peut-être ça comme une grâce divine. Excuse de t'interrompre, ça, je voulais le dire. C'est vrai. Non, c'est vrai, ça. Mais le point, c'est que c'est vous pouvez vous réjouir de, je sais pas moi, que Elon Musk s'en va sur Mars. Il veut dire, vous y pouvez rien. Il veut dire, ça arrive, c'est tout. Bon. Le point où j'en suis, c'est que les Autochtones disparaissaient mais on n'avait pas intérêt, nous. On était 4-5 000. On n'avait pas intérêt à ce que nos alliés meurent. Parce que le grand arc dont on entend parler dans l'histoire, là, qui va de la Nouvelle-Orléans, qui monte à travers le Mississippi, les Grands Lacs, c'était vide. La seule chose, les seuls qui habitaient là, c'était les Autochtones. Quand les Anglais nous ont rentré dedans, puis qui ont gagné, c'est les Autochtones qui ont perdu. Nous, on est simplement devenus pauvres. Ils n'ont pas réussi à détruire le Québec. Et les Autochtones, ils ont tassé, puis là, ils avançaient, puis là, c'était une marée. Hein. C'était un continent pauvre et surpeuplé qui se déversait, puis en passant au niveau historique, 300 ans, c'est rien, qui se déversait sur un continent qui était vidé et riche. Alors, quand les Américains avançaient vers l'ouest, ils disaient, ben, je sais pas c'est quoi le problème, je m'installe dans une vallée où il y a une rivière, et je fais mes terres, pourquoi qu'ils viennent m'attaquer? Il n'y avait pas les mêmes concepts de propriété. Ça n'existait pas pour les Autochtones. Ben, ça existait dans les civilisations agricoles. Aztèques, Mayas, etc. Mais pour les semi-nomades d'Amérique du Nord, une vallée où il y avait des arbres, on coupe pas ça. Il peut y avoir des daims, on peut les tuer, bon. Les mentalités étaient différentes. Et le point, une autre chose importante à comprendre, c'est que tout ce que je suis en train d'expliquer, ça s'est fait sans coordination. Ça s'est fait par la nature des choses. C'était des gens qui portaient des canaux, la vérandrie, qui s'en allaient jusqu'aux montagnes rocheuses. Ils étaient loin du roi, ils étaient loin du gouverneur de Québec, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Puis la symbiose des deux civilisations, c'était à l'avantage des Français. Les Français avaient aucunement intérêt à détruire leurs alliés. Alors, quand on a perdu la guerre, là, ils disent, ah oui, il y était 1,5 million d'Américains, puis les Québécois étaient 60 000, 70 000. Oui, mais on était plus que 70 000, on était 70 000 plus tous les Autochtones. Puis les Américains étaient 1,5 million, mais c'était à peu près tout. Il y a très peu d'alliés des Américains parce qu'ils les brutalisaient pour leur voler leurs terres, etc. Mais ça, c'est ce que je veux dire, c'est que c'était un mouvement aussi naturel que la pluie ou une chute de météorites. Je veux dire, le roi en Angleterre, il comprenait pas ça, tous ces problèmes-là qui se produisaient. Ce qu'il disait, on va aller chercher, on va sortir la France. C'est Pitt qui a dit ça, William Pitt. On va sortir du Canada, on va prendre le contrôle du
du fleuve Saint-Laurent, on va se débarrasser de la guerre, puis on n'arrêtait pas de les attaquer, puis de se battre contre eux. Mais c'était pas 60 000 contre 1,5 million. C'était 1,5 million contre 1,5 million, ou peut-être 1,5 million contre 3 millions, ou 5 millions, on ne sait pas combien il y en avait d'Autochtones. Et c'est ça le point, c'est que c'est quand on a tué nos alliés en leur amenant des maladies continuellement, puis qu'eux étaient très contents d'acheter les produits qu'on leur donnait pour faire affaire dans toute l'Amérique du Nord, ben c'est nous qui avons tué sans le vouloir, c'est surtout ça, c'était pas notre intérêt de tuer nos Autochtones. Et la meilleure preuve de ce que je dis, là, qu'on était amis avec les Autochtones, c'est qu'on a fait la paix de 1701, la grande paix de Montréal, où tout le monde a signé, puis ça a été respecté de 1701 à 1760. Les Français n'avaient aucun intérêt. Ils voyaient monter les États-Unis, puis ils disaient, ben là, faut arrêter de s'entretuer entre Iroquois puis Hurons. Les Hurons avaient, à un moment donné, au début de la colonie française, il y avait 40 000 soldats, 40 000 guerriers à présenter. Ils ont refusé de faire partie de la coalition iroquoise parce qu'il y avait 40 000 guerriers qui pouvaient se défendre tout seuls, puis là, les Hurons, c'était leur pays d'origine, là, en Ontario. Et comme on leur amenait des maladies, puis on leur disait, c'est parce que vous n'êtes pas catholique, Dieu vous punit. Alors, ils rendaient catholiques, puis évidemment, ils crevaient. Les gens ne comprenaient pas très bien ce qui se faisait. Mais savoir les mécanismes de transmission, il y en a qui l'ont fait. On a des exemples comme Amherst, là. Je pense que c'est Amherst, au Québec, un Anglais. Il a donné des couvertures de tuberculeux. Il avait compris ça. Il donnait ça aux Autochtones, ils vont crever. Bon. Mais en général, depuis, les Blancs aussi tombaient malades. Hein. Les Blancs n'étaient pas des dieux qui se promenaient sans être malades. On attrape la grippe, on attrape le rhume, on attrape tout ça, la rubéole. Bon. Alors, les gens se méfiaient beaucoup des maladies. Maintenant, ça c'est mon point. Quand les Anglais nous ont envahis, parce que nos alliés autochtones étaient devenus trop faibles, puis nous autres, on n'était pas assez nombreux. Puis on était dans un pays froid, comme je l'ai dit, commercialement, ils étaient avantageux. Alors, c'était inévitable que les Anglais finissent par vaincre la Nouvelle-France. C'est une question de temps. Ils faisaient des enfants, faisaient des enfants, ils étaient 1,5 million. 15 ans plus tard, quand ils ont fait la Révolution, ils ont rendu 3 millions. Alors, c'est Franklin qui dit que ça doublait en moins de 25 ans. 22, 23 ans, la population doublait aux États-Unis. Ça a duré pendant plus que 2 siècles. Puis à un moment donné, quand les meilleures terres ont été occupées, que la structure sociale a commencé à se développer, c'est-à-dire tous les gens, les dentistes, tout ce que vous voulez, là c'est la croissance de la population s'est mise à baisser. Et pendant très longtemps, très longtemps, l'immigration aux États-Unis était une immigration qui était négligeable par rapport à la multiplication naturelle de la population. C'était surtout le cas au Québec. Parce qu'au Québec, c'est ça l'argument suivant que je vous amène, c'est que l'immigration au Québec, elle a été négligeable autant du temps des Autochtones, ça s'est fait très lentement pendant 23 000 ans. En fait, ils sont entrés au Québec il y a 9 000 ans, mais pendant 9 000 ans, ils ont peuplé. Puis là, les Français sont arrivés avec quelques personnes, 2600 colons fondateurs. Ils ont donné, aujourd'hui, c'est entre 20 et 30 millions, si on compte tous les 100 mêlés, là, qui sont mêlés avec des Italiens, des Grecs, tout ça, là. Il y en a plus aux États-Unis. J'en ai dans ma famille, à Vancouver, une partie de ma famille est à Vancouver, en Ontario. Ma grand-mère est venue d'Ontario, mon arrière-grand-mère était américaine, canadienne-française, mais américaine. Elle est revenue. C'est elle qui a fait 24 enfants. Pas de jumeaux. Elle a produit toute sa vie, c'était son travail. Bon, entre autres. Tout ça pour dire que quand l'immigration au Québec, la vraie immigration, a commencé avec l'invasion de 1760, les Anglais ont conquis. Les Anglais sont en passant par les Américains qui nous ont envahis. C'est les Anglais. L'Angleterre avec une flotte qui venait d'Angleterre avec des soldats anglais puis allemands. Ils ont envahi Québec, ils ont pris le contrôle, puis là, ben, ils ont expulsé nos élites. Tous les chefs, on avait une population ici, il y avait des évêques, il y avait des généraux d'armée, il y avait des marchands. Allez à Québec, la Maison Chevalier, vous avez le Château Ramsay à Montréal. Il y a des gens qui étaient riches. Il y avait des riches, il y avait des gens instruits, les prêtres notamment, les jésuites, les récollets, tout ça. On avait une classe supérieure, en fait, c'était presque, c'était très fort. Puis la population
de base, étaient riches parce qu'ils étaient tous impliqués dans le commerce des fourrures, puis ils faisaient de l'agriculture en tout. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les Anglais ont tout mis ça dehors. Quand ils ont fait le traité de Paris, ils ont dit vous pouvez pas vendre les produits, les propriétés du Canada à personne d'autre qu'à des Anglais. Et là, les gens sont tous partis, ils prenaient le job. Le gouverneur n'était pas pour rester, puis l'intendant n'était pas pour rester, puis le cardinal. Puis finalement, on s'est retrouvés, tous des pauvres, qui occupaient les terres, avec 93 prêtres. C'est 93, je pense, ou 68, entre un des deux. Un petit nombre de prêtres pour organiser la société. Pas étonnant qu'ils ont pris le contrôle de tout, parce que c'était les seuls qui étaient instruits, c'était les seuls qui avaient suivi des cours pour être prêtres. Toutes les élites sont parties. Là, les Anglais, ils ont dit... Fait que c'est eux, dans le fond, c'est à partir de ce moment-là là, qu'on dit que le Québec était une société du clergé pis tout ça, mais c'était faux. Ça a été mis en place par la conquête anglaise, là. Ben, c'était la sélection naturelle. Ceux qui sont restés ont pris le contrôle. Ça se donnait avec des prêtres, puis il y avait intérêt à ce que les gens fassent beaucoup d'enfants, puis notre population, c'était des cultivateurs. Les cultivateurs sont restés parce qu'il y avait leur terre, il y avait leurs bœufs, il y avait leurs chevaux. Puis Personne n'était intéressé à venir cultiver ici. Parce que les meilleures terres étaient occupées, puis parce que les gens faisaient des bébés, et ils n'étaient pas pour faire un génocide, ils l'ont pas fait, parce qu'ils ont laissé faire. Puis ils se sont dit, les Anglais, ils sont juste 60 000. Mais avant ça... Et on a pris leur place. Alors, ce qu'on va faire, on va faire venir des immigrants, on va les noyer. Dès le départ, on dit ça. Avant ça, est-ce que l'Église était aussi présente et en contrôle de l'État du Canadien français qui était encore en partenariat avec les Autochtones? Parce que là, moi, de ce que j'entends depuis tantôt, on avait une société commerciale qui, là, après la conquête, est devenue une société du clergé. Et puis, indirectement, eux sont revenus chercher tout le commerce qui avait été fructifiant. Les Anglais l'ont pris, puis l'ont reviré contre nous pour se donner un statut social sur nous, puis ils ont changé complètement l'ordre établi de la société. Moi, ce soir, merci, Monsieur Nantel, parce que je suis jeune, puis j'apprends beaucoup de choses. Pour ça, je vous laisse aller, je vous écoute. Puis là, encore une fois, ce que vous dites, ça concorde pas avec qu'est-ce qu'on a essayé de programmer dans mon esprit, parce que la vérité, c'est qu'on était à la base une société de commerce très prospère. Très prospère et riche. Dans le régime français, avant qu'ils mettent tout ça dehors, là, les chiffres, ils ont pris leur place. Ils disaient carrément dans le traité de Paris, vous n'avez pas le droit de rien vendre. Si vous voulez vendre quelque chose, vous vendez ça en anglais, c'est tout, c'est simple. Pas des Français, pas à des Anglais. Il n'y avait rien d'autre. Fait que les chefs qui étaient gouverneurs, intendants, des généraux d'armée, des colonels, tous les gens gradés, vous aviez des prêtres, vous aviez des cardinaux, un cardinal, je pense que c'était un cardinal, il y avait des évêques, il y avait des jésuites, les récollets, tous ces gens-là, c'était des gens instruits. Il y avait des diplomates qui faisaient quand ils finissaient une guerre contre les Anglais, il y avait des diplomates qui allaient négocier. Donc, on arrête, là, tu vas prendre Louisbourg, puis tout ça, là, bon, il y avait des diplomates. Vous aviez des gens comme le moine d'Iberville, un grand combattant, des gens instruits. Alors, toute cette classe-là, ils l'ont fait partir, puis il en est resté. Ce qui est resté essentiellement au Québec, c'était, comme je disais, les gens qui s'occupaient des terres dans un pays de glace et de neige, c'était les seuls qui avaient la technologie adaptée au pays. Alors, on a occupé les campagnes, puis on n'est pas parti parce qu'on avait nos terres, on fait des bébés, puis on allait couper des bouts de forêt, puis là, ils ont fait des rangs, on avait inventé le système des rangs, il y avait plein de choses qui ont été inventées au Québec, ça, c'est vraiment stupéfiant, mais c'est un travail silencieux d'adaptation qui, normalement, prend des siècles, mais là, ça s'est fait en 50 ans, puis comme je disais, quand Jean Talon est arrivé, 50 ans après la fondation de Québec, il parlait des Canadiens. Il ne parlait pas des Français qui habitaient au Canada, c'était des Canadiens. Ils avaient leur propre langue, le français, alors qu'en France, c'était tout mélangé, les langues. Il y avait 50 langues différentes. En tout cas, alors le résultat, c'est que il restait les cultivateurs, puis là, ceux qui sont restés, il y en a certains des gens instruits qui sont restés, qui étaient assez riches, qui avaient encore de l'or, je sais pas quoi, peut-être, là. Mais essentiellement, ce qui est resté, il est resté des médecins pour s'occuper des corps, il est resté des notaires pour s'occuper des terres, des querelles de bornage, là. Elle finit où ta terre, puis il y a eu une inondation, puis bon,
la rivière s'est déclassée. Vous aviez donc des médecins qui s'occupaient des corps, des prêtres qui s'occupaient des âmes, des catholiques. Vous aviez des hommes de loi, des notaires, des avocats qui s'occupaient des terres. Vous aviez quelques marchands qui essayaient de survivre. Puis les Anglais leur ont coupé ils ont dit aux Autochtones, là, si vous voulez bien entendre avec les Anglais, là, faites affaire avec nos marchands, pas les marchands français. Les marchands français sont partis. Alors le résultat, c'est qu'il y a eu la société a été décapitée, puis ils ont remplacé dans les classes supérieures par des Anglais. Puis là, ben, il fallait voir ça, hein, les Anglais sont installés à Montréal, à Québec. Québec a failli devenir majoritairement anglais. Il y a beaucoup d'immigrants qui sont venus. L'immigration, la vraie immigration a commencé en 1763. Avant, c'était pas une immigration, c'était des petites quantités d'êtres humains qui faisaient des enfants, puis les Autochtones continuaient de s'effondrer à cause des maladies, puis à cause de leur mode de vie également. Parce qu'il faut comprendre que c'est l'agriculture qui produit beaucoup de bébés. Parce qu'ils sont sédentaires, ils bougent pas. Alors, un bébé de plus, ben là, ça fait un peu plus, s'occupe des cochons, s'occupe des poules, bon, etc., puis aide à défricher la forêt. Fait qu'il fait faire beaucoup d'enfants quand vous êtes stable, quand vous êtes sédentaire, et quand vous êtes semi-nomade comme les Autochtones, ben vous tuez les enfants qu'il y a de trop, les filles de trop, puis vous gardez ceux qui sont productifs, qui sont en bonne santé. Alors quand vous vous déplacez, la mère peut en avoir un dans le ventre, peut en avoir un sur le dos, puis elle peut en tenir un vers la main. Mais ça fait pas des grosses familles de 24 enfants. Alors le résultat, c'est que tout défavorisait les Autochtones, puis ils ont disparu sans que les gens le sachent. Aujourd'hui, on trouve on a les Anasazi du Nouveau-Mexique. Ils ont vécu là, je ne sais pas s'ils connaissent leur nom. Mais il y a un peuple, c'est clair, on construit des maisons, on les voit, le village est là. Vous avez dans la région de Saint-Louis des Mound Builders. Parce qu'il y avait Saint-Louis, c'est sur le Mississippi, puis il y avait des inondations. Alors, ils ont appris à construire des montagnes, des plateaux, puis ils vivaient dessus. Il y avait des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui vivaient là. On ne sait pas c'est qui, ils ont disparu. Alors, le résultat, c'est que les Autochtones disparaissaient, puis ont disparu à cause le temps de se marier avec des Blancs, de prendre tous les Autochtones se sont effondrés jusque vers 1901, vers là. Après, ils ont recommencé tranquillement à augmenter, puis aujourd'hui, ça recommence à baisser, mais ça a monté, puis il y a eu, pendant un bon bout de temps, au cours du 20e siècle, les Autochtones avaient plus d'enfants que les Québécois. Mais ils étaient tellement peu nombreux qu'ils n'ont jamais représenté une menace depuis 3 siècles. Et l'immigration a commencé par les Anglais qui sont venus, mais les Anglais, ils ont simplement suivi la voie maritime, le fleuve Saint-Laurent, jusqu'au rapide de la Chine. Alors, ils sont installés à Québec, à Montréal, pardon. Puis là, on sait pas, on ignore combien de millions de personnes sont passées par Montréal au cours des 3 derniers siècles. Attendez, 260 ans. Parce qu'il y en avait qui venaient juste pour s'approcher de la frontière américaine le plus creux possible. Alors, ils prenaient le bateau jusqu'à Montréal, il restait 2 heures, 2 jours, 2 mois, 2 ans, 20 ans, 2 siècles, ils partaient. À un moment donné, il y avait tellement d'Anglais qui sont rentrés à Montréal, on parle de 1840. Là. 1840. Il y avait 25% de la population du Québec qui étaient des Anglais d'Angleterre. Aujourd'hui, il en reste 2-3%. Et ils ont eu de la part parce qu'ils contrôlent encore 30% au moins de l'économie. Alors, il y en a encore qui viennent d'Angleterre ou des États-Unis, donc qui entretiennent la communauté anglaise au Québec. Mais aujourd'hui, les vrais Anglais sont 2 ou 3%, puis ils ont déjà été 25%. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'ils partaient vers l'ouest, parce que dans l'ouest, il y avait des belles terres neuves, il n'y avait pas de Québécois qui avaient fait des bébés, qui avaient pris les meilleures terres. En passant, la raison pour laquelle ils ont déporté les Acadiens, c'est précisément parce que les Acadiens avaient occupé toutes les meilleures terres dans les maritimes. Puis là, ils disaient, de la façon que ça s'en va, ils vont devenir des millions. Finalement, ils sont devenus 300-400 000, mais c'est parce qu'ils ont déporté. S'ils n'avaient pas déporté, toutes les maritimes seraient acadiennes, parce qu'ils faisaient des enfants comme nous. C'est le même phénomène. Ils ont sacré dehors les élites, et ils ont déporté les Acadiens. Les Acadiens ont été se cacher dans les forêts, ont été se cacher au Québec, puis sont venus plus tard, sont devenus morts. Mais le point, c'est que c'est les Anglais qui ont lancé l'immigration de masse dans le but précis de détruire le peuple québécois. Ils ont dit 160 000, faisant venir 200-300 000, puis là,
quand il y a eu la Révolution américaine, c'est la victoire de 1760 des Anglais a déclenché la Révolution américaine qui avait plus besoin. Les Anglais disaient, on devrait peut-être retourner la Nouvelle-France à la France, parce que ça fait peur aux Américains, puis ils vont rester dans le giron de l'Empire britannique. Ben, on devrait peut-être redonner. Il y en a qui ont dit, non, on a gagné, ça a coûté assez cher, on reste. Et 16 ans plus tard, les Américains se sont libérés, avec l'aide de la France qui est venue se venger. Et ils ont aidé les Américains à devenir indépendants. Puis les Anglais se sont retrouvés seulement avec le Canada, puis ils ont dit, ben là, il y a eu le phénomène des loyalistes. Les loyalistes se sont installés dans les cantons de l'Est, puis là, ben, c'est encore, tous les noms là, du canton de l'Est, là, Wroxham, puis Fredericksburg, c'est tous des noms anglais. Là. Allez-y, allez vous promener dans les cantons de l'Est, c'est des noms anglais. Et c'est parce que la majorité de la population est anglaise. Puis là, il y a eu un phénomène, c'est les curés qui n'ont pas juste fait le mal. Pas vrai que les curés, c'est des salauds, tout ça, j'en ai connu beaucoup. Passé ma jeunesse comme servant de messe, c'était du bon monde, il y avait quelques tarés, là. Mais c'était tout du bon monde, c'était des gens qui faisaient le bien. Les sœurs s'occupaient des fous, des malades, etc. Ils ont fait énormément de bien, mais il y avait une idéologie fausse, le catholicisme. Bon, ils ne sont pas adaptés. Puis en 1960, on a envoyé tout ça promener. En tout cas, tout ça pour dire que les Anglais étaient 25% de la population, et c'était dû, ça c'est en 1840, mais en 1776, ces loyalistes sont installés dans les cantons de l'Est, puis là, ben, les Anglais se sont dit, on les tient, d'autres on a des... Puis là, l'Ontario s'est développé, puis les Américains ont commencé à partir vers l'Ouest, parce que là, les Autochtones n'ont pas capable de résister, ils ont défoncé tout ça, puis sont venus à partir dans toutes les directions. Les gens l'occupaient meilleure terre. Puis là, Durham en parle dans le rapport Durham. Il dit, si on ne se dépêche pas à réorganiser les terres en Ontario puis dans l'Ouest, les Américains vont prendre toute l'Amérique du Nord. Parce qu'il dit, les Canadiens anglais foutent le camp aux États-Unis, parce que le régime des terres est plus favorable aux États-Unis que celui qu'on a. Il en parle dans le rapport Durham. Alors, les loyalistes, ben, ils ont quitté le Québec, un par un, puis c'est l'Église catholique, avec l'aide des caisses populaires au 20e siècle, qui ont racheté, c'était un travail de moines, mais ils rachetaient les terres des loyalistes qui partaient en Ontario. Alors, ils vendaient une petite terre, je sais pas, c'est des chiffres pas vrais, là. Ils vendaient une petite terre 10 000 $, puis ils en achetaient une 3 fois plus grosse pour 10 000 $ en Ontario. Fait qu'évidemment que ça en allait. Puis, on occupait les terres, nous autres. Fait qu'aujourd'hui, les cantons de l'Est, c'est francophone. Ça a été reconquis sur les descendants des loyalistes qui sont rendus éparpillés dans l'Ouest. Et ça, c'est un mouvement continuel qui est dû au phénomène géopolitique que le Québec, c'est un corridor de passage. Ça se voit depuis la Lune, ça va au Grand Lac, les Grands Lacs, c'est plat, chaque Grand Lac est plat, évidemment, c'est de l'eau. Puis ça permettait d'aller dans toutes les directions, dans le centre du continent le plus riche du monde. Il y avait plein au début des fourrures, puis après tout ce que le continent pouvait donner. Il y avait l'industrie du bois. Il y a des maisons au Québec, à Montréal, puis j'en vois régulièrement quand ils réparent. Ça a été fait avec des poutres, ça de large, puis des 6 pieds de long. Ils empilaient des poutres. Aujourd'hui, c'est complètement fou. Vous ne pourriez pas construire une maison comme ça coûterait les yeux de la tête. Une poutre comme ça, là, de 6 pieds de long, avec grosse comme ça, je sais pas combien ça coûtera aujourd'hui, peut-être 10 000 $ le bout de bois. Ils sont rendus à ceux qui fabriquent du bois, ils font des poutres avec des agglomérats de morceaux de bois collés. Ça fait une poutre. Ça supporte également. En tout cas. Mais ils font plus ça, là, des maisons. Puis des maisons, une par-dessus l'autre, 3 étages de haut, j'en ai partout dans mon voisinage. Bon. Alors, les Anglais partaient. Les immigrants se rendaient à Montréal parce que c'était le port en eau profonde le plus éloigné des côtes du monde entier. Ils s'installaient à Montréal, puis là, ils disaient, oui, mais là, moi, je suis pas venu à Montréal, là, moi, je suis pas venu quand ils passaient un hiver, c'était pas comme aujourd'hui, là, avec des chauffages électriques, tout ça. Là, moi, me geler les gorlots, là, dans un pays pareil, ils partaient en Ontario. Puis là, il y a 3 phénomènes qui ont joué en faveur de l'émigration. D'abord, c'est le climat, le climat à Montréal, il est au moins 10 degrés plus froid que Toronto. J'ai vécu à Toronto pendant 4 ans, j'ai jamais eu de pelle. Je donnais juste un petit coup de pied sur la neige accumulée, puis je peux rentrer, sortir, pas de problème. Alors, le climat est très mauvais pour les immigrants. Les êtres humains, ce sont des animaux tropicaux.
qui aiment vivre dans la chaleur. Le seul endroit où on peut vivre tout nu à l'année longue, c'est les savanes africaines. C'est de là qu'on est venu. On le sait aujourd'hui, c'est prouvé. Alors, on s'est mis à inventer des vêtements. Aujourd'hui, on est devenu tellement habitués à porter des vêtements que moi, je dis souvent aux enfants qui se promènent tout nus, votre habillé, c'est le bon Dieu voulait qu'on se promène tout nu, il nous aurait fait naître comme ça. Bon, évidemment, on a développé toute l'idée de... Quand les immigrants arrivaient, ils voulaient pas du climat. Deuxième des choses, aujourd'hui, c'est évident, mais c'était pas évident à l'époque, mais ils le sentaient quand même. Il y avait deux langues compliquées à apprendre. Les gens disent l'anglais c'est facile, mother, father, non. J'ai vécu en Ontario, puis ça m'a pris 3 ou 4 mois avant d'être capable d'écrire des fax en bon anglais. Il fallait que je prenne des exemples. Je parlais déjà anglais, j'avais étudié à McGill, mais je prenais des exemples et j'ai appris à écrire en anglais. Ça m'a pris 3 ou 4 mois. C'est difficile d'apprendre à écrire l'anglais. Il y a toutes sortes de choses bizarres dans cette langue-là. Alors, il y avait 2 langues difficiles à apprendre, c'est très désagréable, surtout quand je ne parlais pas aucune des deux. Alors ça fait partir les immigrants qui ont juste une langue à apprendre, l'anglais, s'ils s'en vont en Ontario. Vous avez également la troisième cause, ça c'est la plus importante de toutes, c'est la richesse. Comme les Anglais nous ont volé la vallée du Saint-Laurent, tout ce qui est transnational, transquébécois, transnational, transprovince, etc., dans la vallée du Saint-Laurent, qui est une vallée stratégique d'importance centrale, eh bien ça appartient au Canada anglais, c'est contrôlé par l'Ontario, par Ottawa, puis par le gouvernement fédéral, qui est contrôlé par le Canada anglais. Alors, tout est gratuit pour le Canada. Ils traversent le pétrole tous les jours, aujourd'hui, ils traversent le pétrole. Savez-vous d'où venait le pétrole qui a explosé à Lac-Mégantic? Il venait du North Dakota. Incroyable, hein? Alors, le pétrole passe à travers, c'est gratuit. Il y a 2 sens. Il y a un pipeline qui se rend jusqu'aux États-Unis, je ne me souviens plus des villes, mais en passant, c'est par là que de Lac-Mégantic jusqu'à cette ville-là aux États-Unis, a été construit pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour faire passer du pétrole. On n'a jamais reçu de droit de passage. Tous les peuples du monde, partout, imposent des droits de passage quand ils occupent un territoire stratégique comme la vallée du Saint-Laurent. Tout le monde. Les Canadiens anglais sont obligés de passer par le Québec pour se rendre dans les maritimes, pour se rendre en Ontario, pour se rendre à l'océan Atlantique. On devrait tirer des droits de passage de ça. Ça a été volé, c'est la principale raison pour laquelle ils nous ont envahis en 1760. C'était pour nous voler cet axe stratégique-là. Et aujourd'hui, les ports internationaux, les aéroports internationaux, la voie maritime du Saint-Laurent, tout ce qui passe à travers le Québec, c'est gratuit, ça appartient au Canada anglais, on n'a rien à dire. Bon. Il y a même une loi, je crois, une loi, qui dit que la vallée du Saint-Laurent, avec, je crois que c'est 10 000 de chaque côté. Ça appartient au gouvernement fédéral, enfin, il y a des lois là-dessus, là. Ça appartient pas à nous. Alors, comme ils nous ont volé, d'abord, ils nous ont décapités, ils ont privé de tous les gens intelligents, et c'était du racisme de base, c'était systémique. Alors, les Québécois, dès qu'il y en avait un qui sortait du lot, ils coupaient la tête, ou ils l'envoyaient ailleurs, ou ils l'empêchaient de passer. Ils mettaient un imbécile au-dessus de lui, un imbécile, puis le gars intelligent était obligé de supporter d'être dirigé par un imbécile, parce que lui est anglais. C'est comme ça, c'est encore comme ça dans plusieurs secteurs d'ailleurs, hein, ils trichent à tour de bras. Alors, comme ils nous avaient décapités, qu'on n'avait pas encore d'élite, ben, la population, les immigrants, la population était plus pauvre, puis l'énorme poussée démographique des Québécois, ben, drainait les ressources de l'État. Alors, les immigrants avaient une autre raison de s'en aller. Alors, il y a 3 raisons pour lesquelles ils s'en allaient. Le climat était plus dur, les 2 langues difficiles à apprendre, c'est surtout vrai pour à partir de 1960, et le fait que le Québec est plus riche parce qu'on nous a volé de toutes les façons imaginables. Alors, ce qui est resté au Québec, c'était des cultivateurs qui occupaient toutes les... Il y a même eu une poussée au 20e siècle pour le retour à la terre, l'Abitibi, les Côtes-Nord, la Côte-Nord, la Gaspésie. Ça a été développé au maximum. Et les gens faisaient tellement de bébés que toutes les campagnes cantons de l'Est sont devenues francophones.
Et la population a commencé à quitter le Québec. 40%, non, excusez-moi, de 1840 jusqu'à 1930, la moitié des Québécois ont foutu le camp. Soit au New Hampshire, où la moitié de la population descend des Québécois. Il a travaillé dans les States, comme il disait, où il partait dans l'Ouest canadien ou dans l'Ouest américain. Et c'était pareil pour le Canada anglais. Comme je l'ai dit, Durham en a parlé. Il dit, on tente de perdre notre population, il faut que le camp aux États-Unis, ils vont renforcer les États-Unis. Puis le Canada a toujours eu peur d'être envahi par les États-Unis. Ce qui va finir par arriver un jour, mais ça, c'est une autre histoire. Comme disait Keating. Alors, là, il est arrivé que les Québécois faisant 24 enfants, comme ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, pardon, les autres, mon grand-père disait, il était avec ma grand-mère, qui était la première sage-femme diplômée du Canada. Il disait, les voisins disaient, ah, les Nantais, ils ont juste 7 enfants. C'est pas des, juste 7 enfants aujourd'hui, c'est miraculeux partout sur la planète, 7 enfants, c'est quoi cette histoire? Bon, c'était des familles de 14, de 12, et les gens sont pas seulement partis aux États-Unis, dans l'Ouest ou aux États-Unis, dans les States, à Montréal. À Montréal est devenu majoritairement francophone, ce qui faisait une poussée qui poussait les immigrants dehors. Alors là, les terres étaient tellement surpeuplées que en 1837-1838, il y a eu une mauvaise récolte, puis là, la population, il y a eu la révolte des patriotes, puis là, on s'est servi de ce qui était arrivé en France pour dire, ben là, il faut le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tout ça. Mais l'Église catholique était contre, fait que là, on était divisés, les Anglais ont gagné le combat. Et comme les terres, il manquait de terre au Québec, ben les Québécois, c'est ça que je disais, de 1840 à 1930, il y en a la moitié qui sont partis, puis c'était pareil au Canada anglais. Le Canada gilait. Puis le Canada, là, il y a eu Lord Durham qui est arrivé ici, qui est arrivé en 1939, 1838-1839, il est arrivé. Puis il est envoyé, c'était le cousin de la reine Victoria. Elle dit, venons voir là, ce qui se passe là-bas, puis fais-moi un rapport, qu'on sache comment régler ce problème-là. Parce que ce qui est arrivé, c'est que les Québécois bloquaient tout parce qu'ils avaient compris que les Anglais, les Anglais s'en cachaient pas, on faisait des immigrants, on va les noyer, puis on va pas se défendre. On va même les faire disparaître, puis ils vont devenir des bons citoyens anglais, comme les Écossais sont devenus, etc. Et nous autres, on voulait pas, parce que l'Église catholique voulait pas, ils voulaient faire des bébés pour devenir plus forts, l'Église, enfin tout ça. Alors, Durham arrive au Canada, puis il dit, dans son rapport Durham, il dit, je pensais trouver, comme d'habitude, comme se passe quand il y a des révoltes, comme la révolte de 1837, je pensais trouver des riches qui écrasent les pauvres. Mais c'est pas ça que j'ai trouvé. J'ai trouvé deux peuples qui se battaient à l'intérieur de la même administration. Puis comme les Québécois francophones étaient majoritaires, ben, ils demandaient d'avoir la représentation en fonction de leur population, c'est-à-dire prendre le contrôle du Canada. Ah non. Les Anglais ont dit, non, on ne fera pas ça. On va faire venir des immigrants pour les noyer, puis quand ils vont être minoritaires, là, on va mettre la représentation par population. Et Durham a dit, ouais, mais là, il faut régler le problème des deux peuples qui se battent dans la même administration. Alors lui, il en a conclu, on va simplement détruire le peuple québécois. C'est écrit en toutes lettres dans le rapport Durham. On va les détruire, on va faire venir des immigrants, puis là, ils n'existeront plus. Puis pour être sûr qu'ils n'existent plus, puis qu'ils se battent plus dans la même administration l'un contre l'autre, on va faire le Canada uni. C'est-à-dire que l'idée, c'était de faire disparaître la Nouvelle-France, disparaître le Québec. Alors, c'est ça l'idée. On fait l'acte d'union en 1840, 40-41, en tout cas, une des deux dates, c'est pas grave. Puis le Québec a disparu pendant 25 ans, de 41 jusqu'à 1867. Il n'y en avait plus de Québec, il y avait juste le Canada uni, puis la majorité était anglaise, puis évidemment, comme ils étaient de plus en plus nombreux parce qu'ils faisaient rentrer des immigrants, ben on n'était plus capable de se défendre. Puis là, ben, on s'est mis à tout saboter. On sabotait tout, on parlait pendant des heures sur un sujet mineur pour pas qu'ils puissent faire les constructions pendant l'été, ils se retrouvaient en hiver, ils ne pouvaient pas travailler. Alors là, les Anglais ont dit, bon, OK, on a gagné la guerre, ils sont minoritaires, ils ne peuvent pas se défendre, bon, ça c'est gagné, mais il faut qu'ils arrêtent de faire ça. Fait qu'ils ont dit, OK, on a perdu,
pour le Canada uni. Ils ont recréé le Québec. Ça, c'était la Confédération de 1867. Et l'idée, je l'ai souvent dit, l'idée était très intelligente. Le problème, c'est que les francophones savaient qu'ils se faisaient voler, agresser, discriminés par les anglophones. Ben, ils ont dit, on va confier tout ce qui concerne la population à la gouvernement de Québec. Fait que là, la population va se battre contre des francophones pour les soins de santé, pour l'éducation. Enfin, c'était embryonnaire à ce moment-là. Mais c'était le même principe. Alors, la police, tout ce qui compte. Puis ils vont tirer leur propre taxe de la population. Puis nous, les Anglais, on va contrôler tout ce qui passe à travers le corridor stratégique de la vallée du Saint-Laurent. Puis ils verront rien, parce que si on donne des lois, puis on demande des taxes, puis on fait des trucs. Fait que l'idée était bonne. Mais évidemment, le but était de nuire, faire le mal. Mais ils ont renoncé. Puis là, il y a eu tout un combat pour la langue. Ça a duré jusqu'en 1975 avec la loi 101. 75, 77, en tout cas, 77. Alors, ce qui est arrivé, puis là, les Québécois faisant encore beaucoup d'enfants, il y a même un rapport qui est sorti en 1920 à peu près, qui disait qu'au rythme où allait la natalité des Québécois francophones, des Canadiens français, parce qu'on parlait des Canadiens français à ce moment-là, il y en avait un peu partout, en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Ils ont dit au rythme où ça va, là, en 1980, ils vont être de nouveau majoritaires au Canada. Bon, c'est pas arrivé, on sait tous pourquoi. Hein? Bon, la terre, le Québec est surpeuplé, on ne fait plus de faire. Puis là, les gens sont allés vivre en ville, il y a eu une industrialisation. Automatiquement, l'industrialisation a donné des jobs aux gens. Donc, ça a drainé les campagnes vers les villes. Quand on est en ville, les enfants coûtent cher, donc on en a moins. La natalité a baissé. Et là, il s'est passé, là, c'était l'occasion rêvée des années 60. Là, évidemment, quand on va en ville, on organise des réseaux, on a ouvert des universités, l'Université de Laval à Québec, l'Université de Montréal au Québec, à Montréal. Puis là, les gens ont commencé à s'instruire. Puis il y a eu la Révolution tranquille, au retour de guerre là, de 1945. Puis là, les Québécois ont dit, on est capable d'aller étudier, d'autres devenir ingénieurs, tout ça. Ils disaient, non, vous êtes des nouilles, vous êtes des imbéciles, des trucs habituels du racisme. Alors, notre classe moyenne s'est formée dans les années 60. Jacques Parizeau disait que, alors je me souviens pas du chiffre, mais c'était effarant le bas niveau d'éducation des Québécois de souche en 1960 quand ils sont arrivés au pouvoir. Et fait que là, tout le baby-boom de l'après-guerre est allé dans les universités, puis là, les Anglais ont commencé à foutre le camp, puis à déplacer les usines en Ontario, déplacer tout ce qu'ils pouvaient en Ontario. Puis là, il se passait quelque chose d'important. C'est que tout le développement de l'Ouest canadien, quand c'était vide, était payé par les Canadiens de l'Est, donc par les Québécois. Et les territoires étaient gigantesques. Il y a 2 transcanadiennes en sortant du Québec. Il y en a juste une au Québec. Il y a 2 transcanadiennes. Il y a un petit bout là, entre l'Ontario et Montréal, 70 km. Mais il y a une transcanadienne à travers le Québec, le grand bout. Et il y en a 2 à partir de l'Ontario. Ça, c'est jusqu'en Colombie-Britannique. Qui pensait qu'il a payé ça? C'est nous, partis. Bon. Alors, là, évidemment, il fallait développer l'Ouest. Puis là, les Québécois, ils commençaient à vivre. On parle des années 60, là. Ils continuaient de quitter, mais de moins en moins. Puis là, c'est les immigrants. Les immigrants continuent de venir à Montréal, puis il faut le camp. Et comme on a pris de la puissance, là, à un moment donné, on a fait la menace de l'indépendance. Lucien Bouchard a eu peur, il l'a pas fait. Bon, ça, c'est... On peut rien faire avec un peureux comme chef. Il nous a inventé les conditions perdantes, nous fait perdre. On a perdu. Mais on avait 55% de oui dans les sondages au début du premier mandat de Lucien Bouchard. Il n'y avait rien qu'à faire un référendum, bon sang? Non. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a inventé les conditions perdantes. Il disait aux Québécois, non, attends, ça va coûter extra. Il ne disait pas, mais c'est ça que ça voulait dire. Ça va coûter cher. Vous allez souffrir, c'est incroyable. Ah, il faut faire le déficit zéro. Il faut ramasser de l'argent. Il faut s'entendre avec les syndicats. Parce que ça va coûter cher. Vous allez souffrir. Ouais, les Québécois, là, à force de se faire agresser, ça a baissé. Puis quand il a été baissé, il a dit, on peut pas le faire, on n'a pas de pourcentage. Il fallait que tu fasses le référendum quand tu avais 55% de oui. Il dit, c'est moi qui ai fait ça. Non, il n'a pas voté 2,5 millions de fois. C'est nous qui avons fait le travail. Ça, c'était avec le beau-frère, le voisin, le collègue de bureau, pour les convaincre que ça va être payant à l'indépendance. Puis pendant ce temps-là, les
les chefs indépendantistes s'arrangeaient pour se faire élire. Le seul qui a été vraiment sérieux dans cette affaire-là, c'était Jacques Parizeau. Et Jacques Parizeau, le soir de la défaite référendaire, il a dit la vérité, ce qui nous a fait perdre le référendum, c'est de l'argent, notre argent. C'est nos taxes qui sont servies contre nous. Ce qui nous a fait perdre le référendum, c'est de l'argent et des votes ethniques. C'était la pure vérité. Je profite de l'occasion pour mentionner que je n'ai jamais rencontré au Québec un immigrant qui était contre l'indépendance. J'ai pas déparlé, là. Je n'ai jamais rencontré un immigrant au Québec qui était contre l'indépendance. Ils sont tous en faveur de l'indépendance. Mais dans leur pays d'origine, ils sont contre, supposément, contre les envahisseurs, contre les racistes qui appauvrissent le peuple. Mais quand c'est le Québec, ça c'est très mauvais. C'est un truc de nazi. Il faut les écraser, les maudits Québécois qui ont fait le mal. Bon. Fait que les immigrants, moi je leur reproche pas ce qu'ils sont. Je leur reproche ce qu'ils ont fait. Puis Parizeau a fait la même chose. Ils l'ont vraiment fait. En passant, je profite pour saluer honnêtement là, les 5% d'immigrants qui sont joints à nous en 1995. Chapeau. Ils se sont opposés à une propagande massive contre les Québécois, contre les gros salauds québécois, c'est des Blancs. Ils ont massacré 6 millions de Juifs en Allemagne. Ils ont massacré des Juifs à Montréal. Une niaiserie. C'est ça qui donnait comme impression. Nous, on est les bons. Saviez-vous que les Anglo-Québécois interdisaient les Juifs à McGill au 20e siècle? Bon, nous, en tout cas. Mais c'est simplement... Et dans les chefs indépendantistes, ils ont toujours refusé de faire ce que je leur disais de faire dans mes vidéos. Je montrais chacune de mes vidéos avec une bibliographie que tous les peuples du monde imposaient des droits de passage dans un territoire comme le Québec, qui est un territoire stratégique. Partout. Je montrais que la péréquation, la fameuse péréquation, attendez, j'ai quelque chose ici, je vais vous dire. La péréquation qui est si dangereuse, on va perdre. Moi, j'ai fait ça en 2011-2012, ça fait 12 ans. Ça fait longtemps, mais ça n'a pas changé. C'est le même principe de péréquation. La péréquation a été faite pour tromper la population. Elle a été faite pour faire croire aux Québécois qu'ils recevaient des cadeaux du Canada anglais, alors qu'ils nous ont volé la vallée du Saint-Laurent, alors qu'ils nous ont appauvris artificiellement par du racisme systémique pendant 260 ans, alors que leur rêve officiel, c'est de faire disparaître le peuple québécois, c'est de nous faire croire qu'ils nous ont fait des cadeaux. Eh bien, la fameuse péréquation, quand vous la regardez, la péréquation, c'est de l'argent qui est donné aux provinces les plus pauvres par les payeurs de taxes canadiennes. C'est pas vrai que c'est de l'argent qui vient de l'Alberta, du pétrole de l'Alberta. Oui, l'Alberta paie à l'aide de son pétrole sa partie, puis elle perd plus qu'elle reçoit. Et le Québec reçoit plus qu'il contribue. Mais une grande partie de la péréquation vient des taxes des citoyens québécois. C'est de l'argent qui sort de vos poches, qui va à Ottawa et qui revient. Il y a plus que ça. La péréquation a été organisée de façon malhonnête pour exclure différents territoires, différentes populations du Canada. Par exemple, les 3 territoires du Nord, ils reçoivent de la péréquation, mais ça ne s'appelle pas de la péréquation, ça ne fait pas partie de la péréquation. Ça s'appelle le TFF, Territorial Formula Financing. Et le Québec, avec ses taxes fédérales, fait vivre ces 3 territoires-là. Fait que c'est de l'argent qu'on ne paiera plus si jamais on devenait indépendant. Alors, il faut soustraire ça de la péréquation que le Québec reçoit, parce que c'est de l'argent qui vient du Québec qui a été volontairement retiré du calcul de la péréquation pour nous faire l'impression, donner l'impression qu'ils sont extrêmement généreux avec nous. Et une autre chose, c'est les territoires autochtones. Le pourcentage autochtone est beaucoup plus fort à l'extérieur du Québec qu'au Québec. Fait que ça aussi, eux autres aussi reçoivent de la péréquation. C'est des Canadiens, des êtres humains, 2 pattes, 2 bras, une tête, qui habitent dans des territoires qui s'appellent des territoires autochtones. Ben ça ici, il faut l'enlever, le surplus qui est donné, on paye pour ça, il faut l'enlever. Vous avez également du Québec. Ah oui, vous avez la dette. Pour payer la péréquation au Québec, une partie de la dette fédérale qui est faite pour payer tous les programmes, dont la péréquation, ça aussi, on va falloir le payer un jour. Fait que vous voyez que si vous prenez ce que le Québec reçoit de péréquation, vous enlevez la partie qui provient
qui provient des taxes du Québec, vous enlevez la partie qui provient des taxes du Québec données aux 3 territoires du Nord qui ont été exclus de la péréquation, vous enlevez le surplus donné aux Autochtones du reste du Canada qui sont plus nombreux et qui s'est payé en partie par le Québec, ben là, la péréquation que le Québec reçoit, c'est de plus en plus faible. Et en plus de ça, il y a la dette fédérale qu'on va être obligé de rembourser un jour ou l'autre. Vous voyez bien que c'est tous des mensonges, c'est des trucs qui ont été faits pour tromper les gens. Alors maintenant, la Révolution tranquille s'est produite. On a pris le pouvoir d'une grande partie du Québec, économiquement. Quand on a passé la loi 101 en 1977, les Anglais, dont la compagnie pour laquelle j'ai travaillé en Ontario, ont déménagé en Ontario. La Sun Life, qui nous vend les trucs pour le service dentaire là, que Justin Trudeau vient d'inventer, ont quitté Montréal en disant « Nous, on n'a pas besoin du Québec. On va aller en Ontario. » Là, ils essayent depuis 30-40 ans de revenir par la porte d'en arrière. Alors, la bourse de Montréal a été fermée. Il y a une bourse des valeurs en Norvège, un pays de 5 millions d'habitants. Il y en a une au Danemark, il y en a une en Suède, il y en a une partout. Il n'y en a pas à Montréal. C'est des populations qui sont moindres que celles du Québec. On est 9 millions. En fait, déménagé en Ontario. Il se passe un truc, c'est que les immigrants qui rentrent ici s'en vont dans l'Ouest parce que la richesse est dans l'Ouest. Il n'y a pas juste le pétrole puis le fait que c'est plus riche, naturellement plus riche. Il y a également le fait qu'ils ont transféré nos industries en Ontario volontairement. C'est délibéré. C'est un calcul pour lutter contre les maudits Québécois qui font transpirer tout le monde. Ah, ils ont nuit à Pelado quand il a acheté le Sun, en tout cas c'était un groupe de journaux. Il nuisait, il faisait toutes sortes de problèmes. Je ne sais pas s'il a fait beaucoup d'argent avec ça, il a fini par vendre. En tout cas, Jean Coutu s'est plutôt développé aux États-Unis, etc. Fait que nous, on a pris notre place dans les années 60, mais il est arrivé, bien sûr, le phénomène, c'est qu'il y a une dénatalité. Et on a passé sous le seuil de remplacement des générations vers 1972. 72 au Québec. Et après, ben là, c'est tombé plus bas encore. Puis là, c'était la chance du Canada anglais. Là, c'est notre chance. On va envoyer des immigrants et le Québec a continué de se vider. Évidemment, quand on est rendu avec un gars comme Justin Trudeau, qui essaie de finir le travail de son père, au référendum de 80, avait promis aux Québécois, promesse solennelle, on ne laissera pas le Canada anglais penser que tout est comme avant. Comme ça. On ne laissera pas le Canada anglais penser que tout est comme avant. On vous promet des changements. Il va y avoir des changements. On met nos sièges en jeu pour avoir des changements, mesdames et messieurs. Fait que les Québécois ont voté non. On va avoir des changements. C'est ça qu'on voulait. Ils se revirent de bord puis ils volent le droit du veto du Québec. C'est de la faute aux Québécois. C'est de la faute à René Lévesque. Il a perdu le... Alors, c'était toutes des cochonneries. Je comprends pas la grandeur de Justin Trudeau. Il se mettait avec le plus fort contre le plus faible. Il était tout à fait au courant qu'on avait été envahi, etc. Son fils, lui, veut finir la job. On va faire rentrer des immigrants. Alors, j'aimerais que les gens me disent, si Justin Trudeau n'est pas un génocidaire qui essaie de détruire un peuple, ce qui est un crime contre l'humanité, qui ne se fait nulle part ailleurs sur la planète, personne ne fait ça, juste au Québec, il utilise le racisme. Vous êtes des salauds de racistes, vous êtes inhumains si vous n'acceptez pas 100 millions d'immigrants par année 100 millions d'habitants du Canada qui veut en 2100. Alors, il fait rentrer, si vous calculez comme il faut, vous allez voir que on disparaît d'ici 25 ans, on devient minoritaire au Québec. Là, la job est faite. Ça, c'est dans la petite tête de Justin Trudeau, qui est un ignorant. Si c'est pas un génocidaire, Justin Trudeau, est-ce qu'on peut me dire pourquoi qu'il a réouvert le chemin Roxham? Pendant la pandémie de COVID-19, ils ont fermé le chemin Roxham. Ils ont fermé le Roxham. Il était fermé. Ça se ferme. Puis c'est très facile, hein. Ils n'ont pas fallu construire un mur comme Trump. Ils ont simplement fermé le chemin Roxham. Ils ont dit au gars qui rentrait, ben, je passais par la colle, c'est tout. Bon. La pandémie se termine, ils rouvrent le chemin Roxham. Il y a 70 000 personnes, des illégaux qui rentrent, n'importe qui, n'importe comment, ils se mettent sur l'aide sociale du Québec. Et à un moment donné, le Québec réagit. OK, on referme le chemin Roxham. Encore une fois, un claquement de doigts, le chemin Roxham. Mais pourquoi il a ouvert ça? Pourquoi il a ouvert le chemin Roxham? C'est parce qu'il voulait rattraper l'année de génocide qu'il avait perdu pendant le COVID. Il va en faire rentrer 60 000 d'un coup, puis après, on va gagner du temps, on va niaiser. Puis là, autant, il y a un phénomène qui se passe.
avec l'immigration massive qui rentre à Montréal. Le phénomène continue, que la voie maritime, la vallée du Saint-Laurent, c'est un corridor de passage pour se rendre dans l'Ouest, pour se rendre dans la richesse. Alors, quand vous faites ça, ça veut dire que seulement pour nuire au Québec, il faut que vous noyiez le Canada anglais. Et les Canadiens anglais, ils sont comme n'importe quel autre peuple du monde. Ils disent pas, ben non, envoyez-nous-en, venez nous noyer, venez nous détruire. On veut que nos villes changent de race, changent de peuple, changent de langue. Venez-vous-en depuis maintenant. Non, personne ne fait ça. Les gens disent non, c'est bon. En passant, l'immigration, c'est bon. C'est bon, l'immigration. Quand c'est modéré, c'est 10-15% de la population totale. Ça fonctionne jusqu'à 10-15%. Dès que vous passez 15%, là, ça commence à générer des problèmes. Remarquez que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les Québécois n'ont jamais réagi. Jamais réagi à quelque chose de fort au Québec qui fait que les Québécois, puis ça c'est ce que je pense, ils ont réalisé intuitivement que tôt ou tard, les immigrants anglophones, je pense surtout des immigrants anglophones, vont finir par s'en aller. Ils le savent, donc ils sont très calmes. En France, ils sont rendus à 15%, 15-20% d'étrangers, puis il y a des révoltes, les gens veulent voter pour le chômage. Pas ici. Ça reste calme, les gens attendent. Bon. Les Québécois ont perçu quelque chose que une auteure québécoise, j'oublie tout le temps le nom, qui a dit quelque chose qui m'a frappé, elle a dit « On est tellement plus fort que ce qu'on pense. » Parce que c'est la géopolitique qui est comme ça, la géopolitique du Québec, c'est la vallée du Saint-Laurent qui donne accès au centre du continent le reste du monde. Alors, les immigrants, ils finissent par s'en aller, surtout ceux qui parlent pas français. Et pour le reste, ben, les Québécois qui ont eu une démographie très évasée comme ça, il y a beaucoup d'enfants, peu de personnes âgées. Petit à petit, ça s'est modifié, puis là, on s'en va à peu près comme ça, où il y a plus de gens âgés que de bébés qui naissent. Alors, ils font naître des immigrants, puis là, ça a l'air de fonctionner. Mais ça fonctionne pas parce que Justin Trudeau, là, il va être foutu dehors parce qu'au Canada anglais, ils n'en veulent pas. Au Québec, le projet d'indépendance a été abandonné aussi. Il a été abandonné par le Parti québécois et le Bloc québécois qui refusent d'en parler, qui refusent de parler des droits de passage, qui refusent de parler que la péréquation, c'est une fraude intellectuelle, qui refusent de parler de la tentative de détruire Bombardier. J'ai émigré au Brésil, je me suis marié avec une Brésilienne, j'ai émigré au Brésil. Embraer fêtait encore 5 ans après que la seule grande compagnie d'aviation du Canada a acheté ses avions chez Embraer plutôt que d'acheter des avions faits par Bombardier à Montréal. Il fêtait, non, c'est le Canada anglais qui a décidé de couler Bombardier, d'ailleurs ils ont réussi. Bombardier est en train de devenir une grande multinationale. Ils fabriquaient des trains, des avions, ils ont fabriqué la série C, là, qui est obligé de donner pour $1 parce que le Canada anglais n'aidait pas. Quand ils aidaient, c'était pour l'usine de Bombardier en Ontario, mais rien pour Bombardier au Québec. Alors, ils ont vraiment coulé Bombardier. Donc, Bombardier ne fait plus les motoneiges et les Sea-Doo, les motos à 3 roues, là, qui sont fabriquées par Can-Am. Ils fabriquent plus de trains. Ils ont vendu ça, je pense, c'était à Alstom, pour essayer de survivre. Puis, ils se sont retrouvés juste avec les avions d'affaires. Parce que le Canada refusait de les aider. Puis, quand ils ont compris que le Canada ne les aiderait pas, qu'elle allait les mettre en faillite, ça peut pas être autre chose que ça. Ben là, ils ont simplement vendu toute la série C-Series. Là. Ils l'ont vendu à Airbus pour qu'ils défoncent Boeing, qui essayait de les empêcher d'entrer. Il paraît, mon frère a travaillé Bombardier, il m'a dit que l'avion est vraiment... et cette série-là était vraiment des avions performants. Alors, c'était des agressions continuelles qui continuent encore aujourd'hui. Et que les immigrants, eux, ils viennent ici, ils viennent pas ici pour nos beaux yeux, ils viennent pas au Québec, ils viennent même pas à Montréal, ils vont en Amérique du Nord. Ils pensent que l'argent traîne à terre, qu'il suffit de le ramasser, c'est des idées comme à la tête. Et là, c'est en train de se bloquer. Maintenant, il se passe une chose, c'est que tous ces immigrants qui sont rentrés, la nature refuse de les prendre. La nature, pas les gros méchants Québécois qui ont la peau blanche, donc qui sont coupables de tous les crimes du monde. Non. C'est la nature. Les immigrants qui arrivent ici peuvent pas les acheter, les maisons à 300 000 qui sont à vendre sur le marché. Il n'y a personne qui construit de building pour faire venir 100, 200, 600 000 immigrants temporaires au Québec en un an.
600 000, c'est des folies, ça existe nulle part ailleurs sur la planète. Oh, mais on est des racistes, on dit. Non, je vais le dire. Je vais le dire. C'est ça la vérité. Alors, ils essaient de détruire le Québec depuis 260 ans. C'est le projet du Canada anglais. J'ai vécu un Canada anglais, puis toutes les conversations sur le Québec aboutissaient toujours à l'idée, ben, les immigrants vont les empêcher de se défendre. Hein? On va en faire rentrer, on va les noyer, puis ils ne pourront pas se défendre. Alors, mais malgré tout ça, on gagne. Maintenant, il se passe un phénomène à l'échelle internationale, qui est d'une extrême importance. Oui, on reçoit des millions d'immigrants. Avant de dire ça. L'idée là qu'on va avoir 100 millions d'immigrants, 100 millions de population en 2100, c'est le rêve de Justin Trudeau, qui va perdre le pouvoir d'ici quelques jours. Les néo-démocrates viennent de couper leur entente avec Trudeau. Donc, je ne sais pas comment il va être fait d'aller en élection, puis il va se faire mettre à la porte. C'est fait mettre, en tout cas, je ne dirais pas ça. Mais toujours est-il que... ah oui, c'est ça. Vers 1900, des années... Dans le temps de Sir Wilfrid Laurier, au début du 20e siècle, Sir Wilfrid Laurier avait dit « Le 19e siècle a été le siècle des États-Unis, le 20e siècle sera le siècle du Canada. » Il parlait évidemment de l'expansion économique, l'expansion de la population. Mais c'est pas arrivé. C'est pas arrivé parce qu'encore aujourd'hui, les Canadiens anglais qui réussissent foutent le camp aux États-Unis. Dont Elon Musk qui est rentré au Canada d'Afrique du Sud, qui est parti parce que tout de suite, parce que sa mère avait le passeport canadien, il est parti aux États-Unis. Le Canada, c'est pas arrivé. Le Canada, c'est devenu, le Canada moderne, c'est devenu un grand pays qui a 5000 km de long et seulement 300 km de large. C'est là que vit 95% de la population canadienne. Les immigrants qui rentrent au Canada, ils vont pas s'installer au Nunavut, ils vont pas s'installer au Yukon, ils vont pas s'installer au Nouveau-Québec. Ils vont s'installer à Toronto, à Montréal, à Calgary, à Vancouver, dans la Grande-Ville canadienne. Et il y a eu un article qui a passé il y a quelques jours seulement, qui disait que 8 des 10 villes en Amérique du Nord qui ont le plus augmenté dans les 12 derniers mois, c'était au Canada. Et les deux villes qui ont reçu le plus d'immigrants, qui ont le plus augmenté leur population dans toute l'Amérique du Nord au cours de la dernière année, c'est Toronto avec 125 000 et Montréal avec 81 000. 81 000, on est incapable d'assimiler tout ça. Il n'y a pas de logement pour les loger. On ne peut pas fournir les services sociaux à tous ces gens-là. Chaque année, 81 000, ça c'est le jeu. On est en déficit, on est endetté par-dessus la tête. Ça, c'est le monde entier en passant. La nature sur la planète refuse les développements qu'on essaie de faire. Et notamment, l'invasion massive, c'est une invasion, ça n'a rien à voir avec l'immigration. C'est une invasion massive, aussi bien aux États-Unis, en Europe qu'au Québec. Et le Québec, c'est le pire de tous les pays du monde pour ça. Et on est des gros méchants racistes, on refuse de voir notre peuple disparaître, ça, c'est des sottises. Alors que c'est eux qui rêvent depuis 260 ans, de façon raciste, de nous faire disparaître. Puis ils en parlent dans les journaux, il y a des livres, des articles de magazines, à la radio, à la télévision, chaque fois qu'ils parlent du Québec. Oh, mais les immigrants vont nous aider à les tasser, à les écraser. Le vieux rêve, ça n'a jamais fonctionné. On est beaucoup plus fort que ce qu'on pense. Bon, maintenant, il se passe des phénomènes à l'échelle internationale qui vont avoir un impact gigantesque sur l'immigration massive au Canada. D'abord, les immigrants, 40% des immigrants, je n'avais jamais vu cette statistique avant, 40% des immigrants récents au Canada disent qu'ils regrettent leur décision. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. C'est trop diversifié. La diversité, c'est quelque chose de temporaire. C'est comme le bilinguisme. Le bilinguisme, c'est passer d'une langue à une autre. C'est juste temporaire. La diversité dont on nous vante, c'est beau la diversité, tout ça, c'est d'une population à une autre. On change la population, on remplace la population. La diversité ne dure pas et toutes les sociétés de l'histoire ont travaillé pour réunir leur population, avoir une seule culture, une seule langue, un seul roi, un seul territoire, des frontières définies, la même mentalité. Et c'est même vrai de la culture woke qui veut que tout le monde devienne woke. Tout le monde doit devenir woke, c'est ça le bien. Donc il faut que tout le monde devienne woke. Bon. Alors c'est des phénomènes
naturelles qui empêchent qu'on fasse ce que nos élites woke ont décidé de faire. C'est-à-dire faire disparaître l'Occident. Ils veulent disséminer les immigrants dans les villages pour que quand ça va exploser, ça explose partout en même temps. C'est des folies. Il faut protéger la population. L'armée, ça ne sert pas à faire rentrer les gens par le chemin Roxham. Ça sert à fermer les frontières, à protéger les frontières, etc. Maintenant, il y a deux phénomènes qui se produisent dans le reste du monde et ça se produit à une vitesse gigantesque. C'est le fait que, d'abord, c'est la dénatalité. Nous entrons dans une ère de décroissance des populations, décroissance environnementale, bien sûr, décroissance du monde industriel, décroissance sur tous les tableaux. La Corée du Sud est rendue à 0,7 enfants par femme. Ça prend 2,1 juste pour remplacer la population. Ça va dire 0,7 enfants par femme, mais ça continue de baisser. La Chine, ils disent qu'ils ont 1,2, 1,3 enfants par femme. C'est pas vrai. En Chine, il y a plusieurs régions où il y a 60% de garçons parce qu'ils tuaient les filles, ils avortaient les filles. Parce qu'il n'y a pas des filles, parce qu'ils disaient qu'avoir une fille, c'était comme cultiver le jardin du voisin. Parce qu'elle va aller se marier à l'extérieur de la famille, puis ils vont perdre des profits. Alors, ils tuaient les filles. 60% de garçons, ça veut dire que le tiers des garçons ne trouvent pas de femmes à marier. Et malgré ça, 100 millions de jeunes Chinoises qui seraient capables de se marier n'arrivent pas à trouver de conjoint. Ça vous donne une idée à quel point les révolutions qu'a vécu la Chine et que vit tout le reste du monde de l'ancien tiers-monde ont affecté la culture. C'est en train de mourir. C'est quelque chose d'incroyable. La Chine perd la population. Toute une série de pays qui perdent des populations, en Europe notamment, mais évidemment, il y a de l'immigration. En Russie, le Japon, ils veulent pas d'immigrants. Ils veulent pas de... L'Algérie, au Québec, on reçoit des immigrants algériens, on est très bien. Est-ce qu'on les torture, est-ce qu'on les tue, etc. Bon. L'Algérie, non seulement ils veulent pas de réfugiés, non seulement ils veulent pas de migrants, mais ils veulent pas de touristes. Ils veulent pas de touristes en Algérie. Puis c'est un beau pays, j'ai été à 2-3 reprises. C'est très beau à voir les balcons de Goufi. Chez moi, ça c'est au Maroc. Les Aurès, en tout cas, c'est super. Ils veulent pas de touristes. Mais nous, on les reçoit très bien ici. Ils ne nous donnent pas la réciprocité. Bon. C'est mondial. Les natalités s'effondrent. Ce qui fait, puis à des niveaux inimaginables. L'Arabie Saoudite, qui a déjà eu 6 enfants par femme il y a 30 ans, ils viennent de passer sous le seuil de 2,1. Vous avez toute une série de pays musulmans. Voyons. L'Albanie, Herzégovine, vous avez la Tunisie, vous avez la Turquie, l'Iran, ils sont en bas, le Koweït, les Émirats arabes unis, sont en bas de 2,1 enfants par femme. C'est fini l'explosion démographique là-bas. Puis là, partout sur la planète, partout, il y a juste quelques petits, il reste l'Afrique noire, qui va, en passant l'Afrique australe, est rendu à 2,3 enfants par femme, l'Afrique du Sud. Alors, c'est commençant en Afrique également. Ah, il y a de moins en moins d'enfants, puis on rentre dans une ère d'effondrement démographique. Où est-ce que la Chine, dans 30 ans, va trouver 200 millions d'immigrants? On me dit, j'aimerais bien savoir. Il n'y aura plus d'immigrants, sauf pour les pays les mieux organisés, ce ne sera pas nous. Avez-vous vu que les trottoirs défoncés à Montréal? Les égouts qui sont en dessous, les aqueducs, c'est tout cassé également. Il y a toutes sortes de dépenses à refaire. Ça vient de coûter plus que 5 milliards pour refaire le pont Champlain. On a 8 ponts et tunnels sur le fleuve Saint-Laurent qu'il va tout falloir réparer. À coût de 5 milliards à chaque fois, avec des déficits gigantesques. Alors, vous avez une démographie qui s'effondre partout sur la planète, et il n'y en aura plus d'immigrants disponibles pour aucun pays du monde. Sauf les mieux, puis les plus instruits. Puis les plus instruits, c'est pas un problème, on en veut. Vous savez qu'il y a des emplois, ils disent qu'il manque, qu'il y a des emplois qui ne trouvent pas preneurs. Il y a des emplois qui ne trouveront jamais preneurs. Ingénieur, j'en connais un cas, ingénieur métallurgique, il n'y en a pas sur la planète, il n'y en a pas. Des ingénieurs de fusée, il en manque. Des informaticiens, il en manque. Des travailleurs en robotique, il en manque. Il faut essayer d'aller chercher partout où vous voulez, vous ne les trouverez pas, il n'y en a pas. Il en manque. Bon.
il y a des emplois qui sont destinés à rester vides. Alors, partout dans le monde, la population s'effondre, et partout dans le monde, nous, on s'appauvrit, on a de moins en moins d'argent, on est endetté par-dessus la tête, on ne sera pas capable de payer pour 600 000 immigrants temporaires. Il y a un phénomène qui se passe au Québec, puis je le vis dans mon quartier. On voit de plus en plus des immigrants habillés en costume traditionnel. C'est des vieillards. C'est les regroupements familiales. Alors, un pays comme la Chine, où ça fait 2 générations qui ont un enfant par femme, un enfant par famille, un Chinois qui rentre pour travailler à Montréal, il a le droit de faire rentrer ses 2 parents, ses 4 grands-parents. Alors, vous vous retrouvez avec 6 grands-parents qui sont sur l'aide sociale et un seul travailleur, parce que c'est comme ça que ça se développe présentement sur la planète. Et n'oubliez pas une chose, les 6 derniers mois de la vie d'une personne, ça coûte aussi cher dans le système médical que tout le reste de sa vie. Moi, je vais jamais, j'y vais pour des prises de sang, des trucs comme ça. Je vais jamais à l'hôpital. Je suis pas malade. Bon. Puis dans ma famille, c'est comme ça. Mais les 6 derniers mois. Fait qu'ils font rentrer un travailleur, 6 inutiles, pas méchants, mais inutiles. On peut pas s'en servir, ils parlent pas la langue, etc. Puis ils vont passer 6 derniers mois de leur vie ici, puis on va payer pour ça. En plus de ça, on va bâtir des Trudeau a commencé à bâtir des buildings pour les loger. 600 000 immigrants temporaires, plus 52 000 immigrants permanents, plus des réfugiés, plus ça va sauter. Alors, le deuxième phénomène qu'on constate, c'est que les pays riches s'appauvrissent très rapidement et les pays du tiers-monde s'enrichissent très rapidement. Alors, il y a les 2 phénomènes qui se rentrent ensemble pour enlever la pression démographique vers les pays riches, autrement riches. La France, ça va très mal, les États-Unis vont mal, etc. Une immense crise économique a commencé en Chine. Immense. C'est commencé, puis ils essayent de cacher ça. Les compagnies s'en vont. La population a perdu ses économies dans la crise d'immobilier, etc. C'est là, ça se passe maintenant, puis c'est caché, mais c'est véritable. Moi, je suis ça sur Internet, puis c'est vraiment passionnant. Alors, le tiers-monde s'enrichit. Les pays riches s'appauvrissent, notamment à cause de la surcharge d'immigrants qu'on ne peut pas assimiler. Il faut leur apprendre le français. Ils pensent différemment dans les écoles. Ils veulent des mosquées. Ils veulent de ci, de ça. Ça ne marche plus. Et vous avez l'effondrement de la natalité partout sur la planète. Partout. Notamment toute l'hémisphère nord. L'Amérique du Nord, l'Amérique latine. L'Amérique latine, c'est déjà fait. Le Brésil notamment. Vous avez toute l'Europe en entier. Vous avez une grande partie des pays musulmans, la Chine, le Japon. Tout ce qui reste, c'est l'Afrique noire qui fait des bébés. C'est des bébés qui sont mal formés. Enfin, c'est un phénomène des agriculteurs et des éleveurs de chèvres qui ont des enfants. C'est difficile de faire des ingénieurs métallurgiques avec ça. Et vous avez quelques pays comme l'Afghanistan, pauvres femmes, et des pays comme le Pakistan qui font encore de l'ordre de 2,6 enfants par femme, quelque chose comme ça. Mais l'Inde est passée cette année en bas de 2,1. Alors tout se conjugue pour que l'immigration s'arrête. C'est pas éternel l'immigration. Les Québécois, parce que ça dure 260 ans, puis qu'ils voient passer, qui n'arrêtent pas de s'en aller. Quand un immigrant arrive, on le voit. Quand il s'en va, on le voit pas. Fait que les gens ne réalisent pas que le Québec se vide depuis 260 ans. Alors, l'immigration va s'arrêter parce que le Québec s'appauvrit, parce que le tiers-monde s'enrichit, parce que tous les pays baissent de natalité. Et pour une troisième raison, c'est que il y a une immense dépression économique qui s'en vient, qui est due à l'endettement des différents pays du monde et qui ne peut pas faire autrement que s'effondrer. Et quand ça va s'effondrer, ben ça va faire comme la crise de 1929 à 1945 où il n'y avait plus d'immigrants. Mon père m'a dit, on pensait que c'était fini l'immigration, parce qu'il n'y en avait plus. Il y en rentrait presque plus personne. Et il y avait des trains pleins de gens qui partaient du Québec, de l'Ontario pour essayer d'aller travailler en Californie. Mon père est immigrant en Californie. Il est revenu, il n'y avait pas ça. Mais ça, c'est autre chose. Mais tout ça pour vous dire que ça à quoi on fait face au Québec, c'est une volonté délibérée de nuire qui a échoué. Ça a échoué en 1867 quand ils ont fait la Confédération et qu'ils nous ont redonné le Québec. C'est en train d'échouer parce que quand on va rentrer en dépression économique,
l'immigration va s'arrêter brutalement parce que les gens n'auront plus d'emploi, parce que les personnes âgées vont retourner travailler comme ils peuvent, ils vont boucher les emplois qui sont actuellement occupés par des immigrants ou des réfugiés. Et tout ça se dirige vers une situation où, comme la dépression économique va être immense, ben on va passer par-dessus le pic de production de jeunes hommes et de jeunes femmes. Et là, tous les peuples, partout sur la planète, comme il va y avoir beaucoup plus de retraités que de gens qui vont travailler, ben vous allez avoir, quand les retraités vont prendre leur retraite, ben le peu d'enfants qu'ils vont avoir fait, ben vont prendre des emplois. Donc, l'immigration va se continuer. Il y a toujours eu une immigration, même en Afghanistan, mais c'est quelques dizaines. Et aux États-Unis, c'est des millions. Alors, ça va se rentrer en phase et on rentre dans une ère de décroissance où tout va décroître. Or, on ne sait pas comment faire. On n'a pas les théories économiques, on n'a pas les outils idéologiques pour faire fonctionner une ville comme Montréal qui passe de la grande ville de Montréal, là, la grande ville avec toutes ses dépendances, passer 4 millions à 3 millions, à 2 millions, à 1 million, 500 000. C'est pas faire ça. On ne sait pas le faire, mais on va le faire parce qu'on n'aura pas le choix. Les chiffres de la démographie, c'est des choses. La démographie, c'est une des rares sciences sociales qui nous donne des certitudes. On sait de façon certaine que les Québécois de souche vont diminuer de nombre, que l'immigration dans tous les pays, notamment la Chine, la population va s'effondrer. Ça ne peut pas être rattrapé. On ne sortira pas les petits Chinois de nos poches, puis les petits Québécois. On peut améliorer la situation, mais on rentre dans une ère de décroissance et c'est la nature qui crée le problème. Enfin, c'est essentiellement ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Je ne sais pas si mon intervieweur... Bon, voilà. Si vous avez des questions à poser là-dessus. Ben écoute, on rentre dans le 2 heures, fait qu'il reste 5 minutes, mais si je résume un peu ce que tu as dit là, dans les lignes importantes qui me rejoignent, c'est que en 1760-1763, avec le traitement, le traité de Paris pis tout, que tu peux juste vendre aux Anglais, puis tous les Autochtones morts des maladies, puis moi je vois que depuis ce temps-là, clairement, ils contrôlent notre commerce. J'ai beaucoup écouté qu'est-ce que t'as dit aussi, puis je trouve ça vraiment encourageant par contre pour l'avenir, parce que justement, on est une terre de passage et il y a que nous en réalité qui a intérêt à rester ici. Mais je réalise aussi l'importance du fleuve pour justement non seulement les droits de passage, mais aussi nous aider face à cette crise qui s'en vient et puis avoir un apport positif en justement venant contrôler tout l'aspect commercial parce que qu'on le veuille ou non, tu l'as bien expliqué, c'est l'entrée du centre de l'Amérique ici. Donc, en reprenant accès à notre droit de passage sur le fleuve, on va peut-être pouvoir reprendre une énorme partie de la prise de contrôle économique qu'il y a eu en 1760-1763. Puis, moi, c'est ce que j'en retiens le plus. Après ça, quand on arrive puis qu'on voit aussi comment est-ce qu'on a toujours, nous, vécu en paix avec les Autochtones, c'est encourageant. Mais là, il y a un autre aspect que j'ai aussi noté qui est important à retenir, c'est justement tout le mensonge politique et économique sur les histoires de la péréquation puis tout ça, à quel point que dans le fond, nous, là, les Québécois, là, il est temps qu'on assume notre indépendance. Puis la seule question que j'aurais à te poser, quand on voit que le Québec a pas signé l'accord du Lac-Meech ni Charlottetown, puis qu'encore en 2017, M. Couillard tentait de faire rentrer le Québec dans la Constitution de 82 ou de 81 de M. Pierre Elliott Trudeau, ne voit-on pas que nous sommes indépendants? Nous ne sommes pas dans le Canada du tout. Et puis, le problème viendrait-il du fait que nous refusons d'assumer notre indépendance? Ce qui nous a fait perdre le référendum de 1995, c'est de l'argent et des votes ethniques. Parizeau a dit la vérité. Il a pas dit allez massacrer les immigrants. Il a dit la vérité. Ces gens-là ont voté contre
leurs convictions anticolonialistes, anti-envahisseurs, anti-voleurs, anti-racistes. Et quand on leur demande pourquoi ils ont fait ça, ils disent c'est pour récompenser le Canada anglais, parce qu'il nous a fait rentrer au Québec. Ben non, mais pourquoi vous n'êtes pas parti en Ontario si vous aimez tant le Canada anglais? Mais moi, je le dis ouvertement, c'est la vérité que Parizeau a dit. On n'aurait jamais dû s'excuser, essayer de le forcer de s'excuser. Ceci étant dit, il y a une dernière chose que j'aimerais dire. C'est la conclusion de tout ce que je viens de dire. C'est que c'est pas le peuple québécois qui va créer le Québec. C'est le Québec qui a créé le peuple québécois. J'en ai parlé au début, quand on s'est installé ici, personne ne voulait venir ici. Les Américains ont été là où c'était chaud, comme en Angleterre, dans le sud, aux États-Unis. Nous, on est venus parce que c'était commercial. Et le travail a été fait au début pour développer toutes les technologies, pour s'adapter au pays. Et c'est le pays naturel qui est au nord des Appalaches qui a donné naissance au peuple québécois. Et ça, c'est des choses qui sont permanentes. Dans le monde entier, il y a beaucoup de pays qui ont disparu, beaucoup de nations qui ont disparu. Oui, ça c'est vrai. Des espèces qui ont disparu, des races, tout ce que vous voulez. Mais il y a beaucoup de pays également qui ont survécu à tout pendant des siècles et des siècles, des millénaires, parce qu'ils étaient bien adaptés à leur territoire et que personne ne venait les menacer physiquement dans leur pays. Pensez par exemple à l'Arménie, c'est des vieux peuples, ça. Les Arméniens, les Géorgiens, les Arabes, les Juifs, les Égyptiens, les Chinois, les Japonais, les Coréens, les Norvégiens, les Mayas, en péninsule du Yucatan, les Incas qui réapparaissent présentement en Bolivie, puis ils parlent les Mara, puis Quechua, etc. C'est le pays qui crée le peuple. Et quand le pays est bien adapté à son territoire, que les autres ne le sont pas, même si vous essayez de le noyer, comme ils le font présentement au Québec depuis 260 ans, vous échouez. Je pensais pas que t'entendais. Ouais. Ah ben merci beaucoup. Fait que encore une fois, merci Monsieur Nantel. Puis j'aurais d'autres questions sur un autre sujet, mais je vous écrirai parce que bon, on sait qu'il y avait les Beothuk, il y avait les Vikings, il y avait les Celtiques, il y a un paquet de monde qui sont venus ici. Puis j'aimerais peut-être vous jaser là-dessus un peu. Puis j'aimerais ça vous jaser aussi peut-être. Parce que selon moi, l'accord du traité de Westminster, je sais pas, je le dis comme faut, le 11 décembre 1931, quand que les Britanniques ont cédé là, le droit des territoires, puis des provinces, puis du Canada, puis tout ça, là, puis qu'on est tombé à égalité juridique, mais techniquement, on n'a jamais signé d'entente, ce qui veut dire qu'on est comme dans, selon moi, un vide. Fait que j'aimerais ça peut-être aborder ces thématiques-là lors d'un prochain épisode avec vous. Puis les gens sont vraiment contents. Ils vous remercient là, de toutes vos connaissances et du temps que vous avez pris pour nous expliquer tout ça. Parce qu'on n'apprend pas nécessairement ça dans la vie de tous les jours. Donc merci Monsieur Nantel. Je vous laisse un petit 2 minutes de mots pour la fin pour les gens. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire en quittant? Que le pouvoir, c'est utile. Si un pays crée sa population, crée son peuple, c'est très important d'avoir le pouvoir pour pouvoir protéger ce peuple-là, l'enrichir et le favoriser. Mais c'est pas ce à quoi on fait faire de nos jours. Depuis 260 ans, dans le cas du Québec, on a été un des premiers pays à être envahi et la marque de l'envahisseur a été plus profonde et donc on va être un des derniers à se libérer. Mais ceci étant dit, c'est l'histoire. C'est l'histoire qui va faire ça. Et en passant, c'est ma conviction profonde que quand les États-Unis auront un dictateur, le dictateur en question va envahir le Canada et le Québec et va laisser survivre le Québec parce que c'est un pays naturel qui crée son peuple. Mais le pouvoir, dans tous les cas, c'est utile. Et le cas du Québec avec les Canadiens anglais qui nous volent, qui nous mentent, qui rit nous autres depuis 2 siècles et demi, c'en est la preuve. C'est utile d'être puissant. Parfait. Ben, merci beaucoup. Je termine avec mon slogan. 432 Hz, 72 BPM, je t'aime. Oui, oui, toi. Parce que c'est ensemble qu'on va faire un changement historique dont peut-être assumer cette indépendance. Merci, Monsieur Nantel. Bonne fin de soirée.